L'épreuve avec Yannick Aleno et Aurélien Rivoire a été enregistrée en décembre 2021. Top Chef renouvelle son soutien au chef Aleno, à sa famille et à l'ensemble de ses collaborateurs suite à la disparition tragique de son fils Antoine. La semaine dernière, Arnaud de la brigade de Glenviel a obtenu ses 2 passes. Il est donc le premier qualifié pour les demi-finales. Je ne me suis pas contenté de 1, j'ai été chercher les 2. Maintenant, j'attends de voir qui va venir me bousculer un petit peu en demi-finale. Ce soir, c'est la fin des quarts de finale. Ils ne sont plus que 3 à se battre pour décrocher leur place en demi-finale. Louise, de la brigade d'Hélène Darroze. Louise, c'est vraiment la personne à abattre. Elle a déjà un pass, du coup, il faut pas que je me foire, clairement. Sébastien, de la brigade de Paul Perret. Sébastien nous a prouvé qu'il est quand même redoutable. Là, depuis quelques semaines, il faut s'en méfier. Et Pascal, de la brigade de Philippe Etchebest. Pascal, il faut pas le sous-estimer. La masse a travail de dingue. Et il y en a sous la pédale, quoi. Pour cela, ils vont s'affronter sur de nouvelles épreuves. Là, je me sens déter. Chacune de ces épreuves va permettre aux vainqueurs de décrocher un pass. On va arracher les passes coûte que coûte. Dès qu'un candidat en remporte 2, il se qualifie pour les demi-finales et arrête de participer aux épreuves. Il y a 2 passes pour la demi-finale, je vais tout faire pour les avoir. Les autres continuent de s'affronter jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un qui sera définitivement éliminé du concours. Il n'y a rien qui est fini tant que c'est pas fini. Pour décrocher leur précieux sésame, les candidats vont devoir se surpasser sur des épreuves inédites aux jurés tout à fait exceptionnels. Leur identité doit rester secrète. Il s'agit des inspecteurs du guide Michelin. C'est un truc de malade qui soit là, ça me fait encore plus de pression. Si tu veux être la première femme étoilée du Portugal, c'est le moment ou jamais. Oh, c'est chaud. Pour moi, c'est un rêve, un jour d'apparaître dans ce guide. Moi, c'est quelque chose qui me met des étoiles dans les yeux. Je vais me donner à fond pour impressionner les inspecteurs du guide. Et pour avoir ce pass... Ce soir, tout peut arriver. Je suis très déterminé, mental d'acier, je veux rien lâcher. Alors, quels seront les 2 candidats à décrocher leurs 2 passes Cette demi-finale, elle est à la portée. Je vais me battre coûte que coûte. et rejoindre Arnaud en demi-finale? Arnaud m'est passé devant, mais j'ai bien envie de le rejoindre. Là, il faut que ça soit pour moi. Mettez-vous à poil dans une assiette. Est-ce que t'as vu Rocky? Tu l'as vu ce film-là? Il prend des coups, paf, il tombe, il se relève, il retombe encore, il se relève, Adrien, et il se relève, et il lâche pas l'affaire. Mais c'est ce que tu vas faire, jusqu'au bout. Oui, chef. Ok, je compte vraiment sur toi. Je vais aller jusqu'au bout, chef. T'as déjà un pass, deuxième passe, demi-finale, demi-finale, finale et finale. Hop, on va Voilà, c'est ça, chef. Allez. Là, on a un restaurant, en fait. On a des tables dressées. Qu'est-ce qui nous attend? Qui vont être les invités? Je suis vraiment très perplexe. Dernière phase de ces quarts de finale. Aujourd'hui, nous connaîtrons le nom des 3 demi-finalistes de cette 13e saison de Top Chef. Pour l'instant, la situation est encore très indécise. Une certitude, Arnaud de la brigade de Glenviel est déjà qualifié pour les demi-finales. Quasiment un sans faute pour Arnaud. Glenn. Il a dominé le début des quarts de finale et il a été le premier à se qualifier. Ouais, c'est une grande fierté. Il a, je crois, beaucoup appris tout au long du concours. C'est pas encore fini. C'est une vraie satisfaction et on espère continuer comme ça, j'espère, jusqu'à la finale. Vous ne cuisinerez pas cette semaine, vous êtes d'ores et déjà qualifiés. Les autres doivent encore se battre pour décrocher leur place pour les demi-finales. Cette épreuve est exceptionnelle. Habituellement, vous êtes jugés par des grands chefs et c'est déjà fabuleux. Aujourd'hui, les personnalités qui vont déguster vos assiettes ne sont pas des chefs. Et pourtant, tous les cuisiniers du monde rêvent de les avoir à leur table. Ils peuvent changer des vies, changer des carrières. Leur avis est pertinent et redouté par tous. Je vous demande d'accueillir leur représentant, Gwendal Poulenec, directeur international des guides gastronomiques Michelin.
Et là, on rentre dans les cuisines de Top Chef, Gwendal Poulonnec, directeur international de ce super guide. Moi, c'est quelque chose qui me met des étoiles dans les yeux. J'ai envie un jour d'apparaître dans ce guide. Bienvenue, Gwendal. Merci d'être avec nous. C'est un truc de malade qu'il soit là. C'est une personne extrêmement importante et qui connaît très très bien la gastronomie. Du coup, ça me fait encore plus de pression. Alors, vous n'êtes pas venu seul. Et non. Mais vos camarades sont pour l'instant très discrets. Ils doivent rester anonymes, leur identité doit rester secrète. Vous l'avez compris, il s'agit des inspecteurs du guide Michelin. Là, je me dis, wow, c'est chaud. C'est pas des gens lambda, ça va être du lourd. Grosse pression. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 4 et ils vont s'attabler pour partager autour de vos plats comme ils le font tous les jours dans les restaurants du monde entier. Sur un thème que vous avez souhaité, Gwendal, très particulier. C'est le plat signature. Gwendal, c'est vrai que tout chef, lorsqu'il commence à avoir une patte, un style, finit par avoir un plat signature. Eh bien oui, parce que c'est votre signature, votre personnalité que nos inspecteurs veulent découvrir aujourd'hui. Alors pour ça, aucun interdit, soyez libre, proposez-nous le plat qui vous tient le plus à cœur. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est qui vous êtes, c'est vos marqueurs, votre identité, votre histoire, c'est en quelque sorte la rencontre qu'ils peuvent avoir au travers de cette dégustation. Allez, on va maintenant donner le départ de l'épreuve. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Allez. Mais papa, attention toi. Les candidats ont 2 heures pour réaliser leur plat signature, un plat libre qui mettra en valeur leur personnalité et les marqueurs de leur cuisine. Le candidat qui aura réalisé la meilleure assiette selon les inspecteurs se verra attribuer un pass. Louise, en ayant déjà un, pourrait donc se qualifier et rejoindre Arnaud en demi-finale. Sébastien ou Pascal peuvent espérer égaliser et revenir à la hauteur de Louise. Allez les gars, épreuve exceptionnelle. J'espère que vous l'avez tous compris. Racontez-vous, exprimez-vous, mettez-vous à poil dans une assiette. Oui, chef. Sébastien, pas littéralement, s'il te plaît. Aujourd'hui, on n'a pas n'importe qui en face de nous. On fait goûter notre plat à ces inspecteurs tant redoutés. Moi, c'est un rêve un jour d'apparaître dans ce fameux guide. Et aujourd'hui, il faut que je fasse bonne impression. Des inspecteurs, j'ai déjà eu l'occasion d'en avoir en étant en cuisine. Parce que quand j'ai travaillé pour Monsieur Morin, on était 2 étoiles. Il fallait tenir ces 2 étoiles. Du coup, je connais cette pression, je connais l'exigence. Et aujourd'hui, il va falloir que mon assiette, elle soit à la hauteur de ce jury d'exception. Moi, j'ai envie de leur faire découvrir ma belle région qui est le Nord. Le Nord, une région que j'affectionne énormément parce que je suis originaire du Nord et du coup, elle va être dans mon assiette, cette région. Depuis le début du concours, Sébastien a quand même beaucoup évolué. Je crois que Philippe lui a réveillé son côté rock'n'roll. Moi, de mon côté, j'ai essayé de l'amener à centrer ses plats et Glenn lui a apporté de la confiance. Et si Sébastien applique tous nos conseils, je pense qu'il peut remporter ses 2 passes au label. D'ailleurs, tout au long de la saison, Sébastien a réalisé quelques plats mémorables, dont ces 3-là. Son croque-monsieur, chauffé au fer à repasser, qui illustre parfaitement la cuisine du cœur et ses racines du Nord. Alors aujourd'hui, on part sur un croque-monsieur à la poire avec du beurre, de la vergeoise et de la poire que je vais venir caraméliser avec un fer en fonte devant le chef. Ah oui, tu le poses dessus comme un panini en fait. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ma grand-mère, elle utilisait ce fer à repasser. C'était ouf, quoi. C'était une texture, un goût magique. J'aime beaucoup le fer à repasser. Il y a une connexion émotionnelle, nostalgique. C'est notre ancien temps, c'est nos grands-parents, c'est tout ce qu'ils avaient à la maison. Ils n'avaient pas grand-chose. C'est super de l'incorporer dans la présentation du dessert. La brioche caramélisée avec la poire, c'est très intéressant, c'est très moelleux, c'est très très bon. Je me souviens aussi de son plat d'entrée dans le concours, Bunny et sa carotte pour sa maîtrise technique classique, mais aussi ce côté très ludique. Pour intégrer une brigade, je vais réaliser un plat gastronomique, dressé de façon ludique et qui fera sourire les chefs. Pour moi, c'est ça l'ADN de la cuisine, en fait. C'est faire plaisir et d'avoir un sourire sur la personne en face de soi. Et ça fait sourire, forcément. Ouais, ça marche. On sent qu'il y a quand même un cuisinier qui en a sous la pédale. C'est chouette, ça. Oh, c'est bon, ça.
Belle cuisson, moelleux et goûteux. Bravo, parce que maîtriser une cuisson de lapin comme ça, franchement, je dis bravo. Bon, intéressant, magnifique et peut-être finalement suffisamment surprenant. Et pour moi, son plat le plus marquant, c'est cette poire pochée en dernière chance. Je fais un dessert qui paraît très simple, mais qui dans les goûts va pas être simple. Au visuel, on va avoir l'impression d'une poire très simple, pas de prise de risque. Et en goût, le but c'est de perturber, de déstabiliser. Il faut qu'il y ait de la surprise. Clac! C'est très vif, très percutant. La première bouchée, je dis waouh, parce qu'on est vraiment dans des contrastes très marqués, avec des différences gustatives. Pour une dernière chance, c'est quand même assez culotté. Hein. Je rejoins, une fois n'est pas coutume, Philippe dans sa dégustation. On a une espèce de violence inattendue. Et franchement, c'est un beau dessert, j'aime beaucoup. On s'y attend pas, c'est l'espèce de gif qui reviendrait de la gauche alors qu'on regarde à droite. C'est plutôt bien fait, hein, c'est plutôt sympathique. Hein. C'est cool de les déstabiliser. Sébastien s'était enfin libéré. Et c'est exactement pour cette raison que cette épreuve est taillée pour lui. Aujourd'hui, il est capable de réaliser un plat signature qui va rassembler toutes ses qualités, tradition, technique et créativité. Alors, le pass, il est pour lui. Allez Seb, comment tu vas? Très bien. Écoute, t'as un jury d'exception aujourd'hui. Ah oui, c'est beaucoup de pression. 4 inspecteurs. C'est le rêve d'une vie. Et t'as compris, il faut se raconter dans une assiette. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes dans cette assiette? Moi, j'ai un petit producteur de pigeonneaux des Flandres dans le Nord. Et j'aime beaucoup travailler ces produits. Du coup, j'ai décidé de partir sur du pigeon. Le pigeon, c'est un produit que j'ai beaucoup travaillé quand je travaillais pour Monsieur Meurin. Et j'ai un producteur qui fait un pigeonneau qui est juste exceptionnel. Et je veux mettre en valeur des producteurs et des produits de ma région et les travailler dans une simplicité. Je veux pas dénaturer quelque chose qui est exceptionnel. Et ça va être ce pigeon. D'accord, alors... Le pigeon, parle-moi d'abord du pigeon. Il va être rôti sur coffre, légèrement rosé. Ce pigeon, je vais le marier avec une raviole à la betterave rouge, parce que big up au nord, la betterave rouge. Ensuite, il va avoir un jus de pigeon. Et je vais venir déglacer avec un peu de jus de betterave. Et enfin, je vais réaliser une croustade. Du coup, ça va être une farce de champignons sautés dans du gras de foie gras, avec des abats. J'ai envie de montrer qu'avec 3 ingrédients bien travaillés, on peut faire des très belles assiettes. Dans la simplicité, droit au but. D'accord. Donc moi, je salue toujours l'essentialisme, puisque c'est mon école, on va dire, favorite. Attention de ne pas tomber non plus dans le simplisme qui ne fonctionne pas toujours. Il faut quand même qu'il y ait les bons contrepoints, les bons équilibres. Donc à lui de savoir à quel moment on va peut-être ajouter des éléments qui devront être indispensables à l'équilibre de cette assiette. Je suis sûr que ça va être très bon, mais trouve-moi ces tout petits twists qui font que ça change quand même, ça donne une autre dimension à ton plat, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Ciao. Je donne tout, chef. Le chef, il m'a parlé d'un petit twist, une note personnelle, quelque chose qui me ressemble. Et là, je réfléchis. En attendant, je pars sur une raviole à la betterave. Et du coup, je commence par réaliser la pâte à ravioles. Je procède à un mélange de semoule de blé fine. Je trouve que c'est une texture un peu plus al dente et je trouve ça très sympathique. D'œufs entiers, de jaune d'œuf et de jus de betterave centrifugé. Là, je remets un peu de jus de betterave rouge pour vraiment la corser en couleur parce qu'elle n'est pas assez rouge, ça me plaît pas. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'à peu près, il faut que ce soit génial. Hop, génial. Et je la laisse reposer. Je suis en train de réaliser ma farce pour les ravioles. Du coup, j'ai fait suer mes betteraves rouges avec un peu de beurre. Je mets un peu de genièvre dedans. J'ai mis des baies de cassis. Parce que le fruit avec le pigeon, ça marche très bien. Très bonne idée d'avoir ajouté du cassis dans sa farce. L'acidité va apporter un contrepoint au côté terreux et sucré de la betterave. Voyons voir si c'est bon et bien équilibré. Ouais, c'est bien pepsé. Cette farce à ravioles, elle est belle, elle est profonde, elle est bien assaisonnée. Avec le cassis, c'est bien, hein? Et ma farce est prête. Une fois ma pâte à ravioles reposée, je vais mettre ma petite farce à base de betterave et de cassis. Et je vais fermer en utilisant un emporte-pièce pour bien souder les bords. On va venir pocher ces ravioles et je vais plonger une trentaine de secondes mes ravioles dans cette eau bouillante salée. Une fois que je les sors, j'ai récupéré un peu de graisse de canard et je les mets dedans pour finir de les cuire et bien les glacer et avoir une belle raviole bien brillante. Je voulais vraiment des demi-lunes. Ouais, c'est joli là. Ces ravioles sont réussies.
Elles ont une jolie forme de demi-lune, une belle couleur rouge. Techniquement, les dégustants du guide devraient approuver. Mais j'aimerais que Sébastien me trouve un élément capable de créer la surprise, de déclencher une émotion. Il faut que Sébastien joue vraiment sur ses compositions classiques de goût qu'il fait bien, mais en mettant peut-être cette fois-ci, peut-être un peu plus de folie dans ses assiettes. Je suis en train de réfléchir à un petit twist, quelque chose. C'est vrai qu'à chaque fois, je fais des choses très classiques, mais je rajoute un élément qui l'est un peu moins. Et là, je réfléchis à ce que peut être cet élément. Là, mon chef, il a envie de trouver une petite touche supplémentaire dans mon plat, une petite touche d'originalité. Et là, j'ai l'idée d'une levure de boulanger. Je décide de travailler la levure du boulanger parce que je sais que quand tu mets à sécher la levure de boulanger vers 100-120 degrés, tu as vraiment un goût différent et qui peut être original. Du coup, j'essaye. Je sais que quand on rend friable la levure de boulanger, on obtient quelque chose de très croustillant et avec un goût très particulier, un peu fermenté. C'est pas quelque chose que j'ai forcément déjà fait, mais je l'ai lancé. Je vois le profil aromatique et je me dis que ça peut vraiment être la petite touche supplémentaire qui fait que cette assiette ne soit pas simplement classique en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment la touche d'originalité qui va faire que le plat soit différent. Ça peut être très intéressant, ça va nous amener un petit peu, on peut imaginer une bière déshydratée, c'est un petit peu le principe, d'accord? Et ça amène un petit peu à la fois d'amertume sur ce pigeon. Ça peut être l'élément suffisant pour rendre cette recette classique originale. Allez mon petit pigeon voyageur, envole-toi. Je vais m'envoler, chef. Allez, j'y vais. Petit à petit, Sébastien fait son nid, l'oiseau fait son nid, pas de problème. J'espère que ça va apporter du sourire à ces inspecteurs de ce guide. Et du coup, je mets tout mon amour dans cette assiette. Elle est incroyable, cette épreuve. Et du coup, je vais me donner à fond pour avoir ce pass et pour impressionner les inspecteurs du guide. Parce que j'ai vraiment pas fait tout ce chemin pour rien, en fait. Elle est à la portée, là, cette porte des demi-finales. Et après, ça sera à la portée, cette porte de la finale. Et la fusée, elle est activée. Et je vais me battre coûte que coûte pour avoir ces 2 passes. Place au dressage. Il faut avoir un super beau visuel. Et là, j'ai envie de montrer qu'avec 3 éléments bien réalisés à la perfection, on peut faire une très belle assiette. Allez, Sam, allez. Allez, vas-y. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre des étoiles dans les yeux aux inspecteurs de ce guide culinaire prestigieux. Ce serait incroyable si j'arrive à avoir un pass. Pour moi, ce qui est important dans une assiette, c'est le goût et un visuel très carré, très lisible. Voilà, c'est ça qu'on veut! Allez, c'est pas tous les jours qu'il vous est donné de cuisiner pour 4 inspecteurs. Et on connaît les... Allez, on la prend cette opportunité, Louise, et on décroche ce pass. Et on connaît Et ne regarde surtout pas Philippe Etchebest qui essaye de te déstabiliser. Ça n'a pas marché, ça va pas commencer aujourd'hui. C'est bon. Voilà. Ah ben oui, mais Philippe, il faut être un peu plus... on est en quart de finale, alors on y va. Ouh là là, mais il est à la traîne aujourd'hui, hein. Là, je me sens déter. On a la chance de cuisiner pour des inspecteurs d'un guide célèbre. Moi, ils sont déjà passés chez moi. D'ailleurs, ils s'étaient présentés. Sauf que moi, j'étais pas là. C'était mon jour de congé. Moi, j'ai eu un inspecteur qui est venu début 2019. Et il est venu manger un lundi midi. Moi, j'étais pas là, exceptionnellement. J'ai ma manager qui m'appelle et qui me dit Louise, il vient de déjeuner et il veut absolument te voir. Moi, je suis à 30 minutes en taxi. Je saute dans un taxi, il y a un mec qui s'est garé sur la voie de tram. Du coup, il y a le tram qui peut pas passer. Et vu que la taille des rues, c'est ça, bah en fait, ça bloque toute la circulation. Et je suis restée bloquée pendant 10 piges. Je sors de la bagnole, je me mets à courir. J'arrive au resto. Et là, il y a Anna, ma manager, qui me dit il est parti à 4 minutes. Quoi. Et j'étais un petit peu deg, en fait, de pas avoir été là, quoi. Et coup du destin, encore une fois. Ça, je me dis, tu sais quoi, aujourd'hui, moi, l'enjeu, il est quand même double et j'ai un petit peu cet esprit revanchard. Là, t'as l'occasion, en fait, là, t'as une seconde chance, en fait. Louise est remontée à bloc pour ce second rendez-vous avec des inspecteurs du guide et elle a bien l'intention de ne pas le louper cette fois-ci. Je suis hyper confiante car depuis le début de la saison, elle a montré tout le talent et le génie culinaire qui la caractérise. Voilà 3 plats qui en sont les meilleurs exemples.
le dessert vivant pour son audace créative. Pour le dessert vivant, moi j'ai tout de suite pensé à quelque chose qui change de couleur. Du coup, je vais faire une barbe à papa à base d'un bonbon acidulé. Et à côté, je vais faire un bouillon de chou rouge. Et en fait, quand le chef en selle va venir déposer la barbe à papa sur le bouillon, la barbe à papa va disparaître. Au contact du liquide. Et en fait, l'acide va faire changer de couleur et le liquide deviendra rouge. D'accord. Après, voilà, il faut que tu sois sûr que ton bouillon va passer du violet au rouge, quoi. Ouais, je pense que ça va marcher. Alors, je vous invite à déposer la barbe à papa dans l'assiette. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'est bien, c'est intelligent. Ouais, c'est canon. Le dessert a pris vie, le dessert a disparu, à la moitié en tout cas. La couleur a changé, c'est osé et je pense que c'est un très bon dessert. Son vol au vent qui a dépoussiéré un grand classique de la gastronomie. Alors Louise, chef, qu'est-ce que tu vas faire là? Alors, je vais réaliser un vol au vent classique sur la pâte feuilletée. Je vais mettre des trucs dedans qui sont hyper gourmands, qui sont hyper corsés. Je vais faire champignons, anguilles, veau, foie gras et beaucoup de salade avec des feuilles d'huître et des feuilles de bourrache qui vont vraiment venir apporter beaucoup de fraîcheur et de nature en fait. Quelque chose qu'on n'a pas dans un vol au vent classique. On reconnaît le vol au vent. Il y a le feuilletage. Alors, il n'y a pas de chapeau, mais le chapeau est plutôt intelligent, je trouve, avec les champignons dessus. Je trouve ça beau, voilà. Ah, cool. Bon, c'est bien. Ok, oui. C'est ça, c'est bon. Ah, petit sourire ou pas? Alors déjà, c'est très bon. Très bon, c'est très bon. C'est quelque chose qui est engagé au niveau du goût. Ce plat est très bien réalisé par quelqu'un clairement qui sait très bien cuisiner. Et enfin, la fameuse nappe comestible, illustration parfaite de sa cuisine conceptuelle. C'est ouf comme épreuve, peut-être l'épreuve la plus difficile. Mais bon, on va tout donner. Oula! Oula là! Chef, aujourd'hui, moi, je vais créer un petit peu l'illusion. Je vais dresser une table avec une nappe, avec des fleurs. D'accord. Voilà, comme un petit repas normal, quoi. Ouais. Et en fait, amener une assiette vide. Et voilà, le dîner sera servi. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui va se manger, c'est la sera nappe. le décor. Bravo! Bravo! Au final, je l'ai fait. Je n'ai jamais mangé de nappe auparavant. Le chef a fait du très bon travail et a réussi à créer un concept sans négliger les saveurs. C'est impressionnant. Aujourd'hui, Louise a toutes les cartes en main pour réaliser un magnifique plat signature, gagner son second pass et atteindre ainsi la demi-finale. J'ai un plat qui va être original. Ça a le mérite de rassembler mes valeurs, raconter un peu ma cuisine. J'ai une démarche éco-responsable dans mon restaurant. Et je me dis, bah, franchement, mais c'est quoi? Fais un plat sans poubelle. Vous voulez quelque chose qui parle de moi? Bah, voilà. Alors Louise, tu pars sur quoi? Un plat de homard et de foie gras, mais du pauvre. C'est-à-dire de la lotte. Ah ben oui, parce que la lotte est le homard du pauvre, et puis le foie gras, parce que le foie de lotte. D'accord. Et moi, c'est quelque chose qui définit bien ma cuisine. Des produits mal aimés, ou enfin voilà, une espèce de retour à une cuisine plus... pas forcément rustique, mais un peu pas noble, quoi. En fait, dans le jargon d'un cuisinier, la lotte, on l'appelle le homard du pauvre, parce que ça a une serre blanche comme le homard, et c'est vraiment une bonne idée, montrer comment, à partir de bas morceaux, on peut arriver à faire quelque chose d'aussi bon qu'avec des produits nobles, c'est super, c'est une très très bonne idée. Bon, donc du coup, vas-y, raconte-moi. Je vais prendre de la lotte, je vais venir récupérer les joues. D'accord. Les joues, je vais les confier dans un beurre d'ail. Je vais réaliser un foie de lotte poêlé. La tête, je vais l'utiliser, je vais faire un bon jus, un bon fumet avec. Je vais faire des salsifis glacés avec un condiment citron brûlé yuzu kosho, une petite mousseline de céleri rave. Et avec les épluchures de mon céleri rave, je vais réaliser un jus d'épluchures en fait. Tu utilises les os, la carcasse pour faire un fumet, très bien, d'accord. Donc là, tu jettes rien, d'accord. Je ne jette rien. Le but, en fait, là, j'ai pris une poubelle, mais je pense que le but, c'est qu'elle soit vide à la fin de l'épreuve. Bon, eh ben, je vais te surveiller pour ça, alors, Beaucoup d'audace dans son plat, parce que déjà, elle décide de faire un plat zéro déchet. C'est un superbe engagement, donc il faut le réussir, ça. Il faut arriver à faire ce plat zéro déchet. Je trouve ça très culotté et très malin. En tout cas, si tu veux être la première femme étoilée du Portugal, c'est le moment ou jamais. Ah, chef, faut tout donner. D'accord. Ah, la chef d'Arros, ça lui plaît beaucoup. Je pense que l'engagement qu'il y a derrière lui plaît beaucoup. On va souper. Il faut que tout soit nickel. Les joues de lotte, ça a une texture et un goût qui se rapproche du homard.
Pour réaliser ma joue de lotte, je vais venir prélever en fait mes joues, enfin pas les miennes. Je vais venir prélever les joues sur la tête de lotte. Je vais enlever la peau, puis la dénerver, pour qu'elle soit vraiment nickel. Je pense qu'à travers ce plat, on voit un petit peu déjà mes racines, d'où je viens. La lotte, c'est un poisson qui a beaucoup sur la côte atlantique portugaise. C'est une des eaux où il y a le plus de lotte au monde. C'est un poisson qui, pour le coup, pour nous, est pas très cher. Parce qu'il y en a énormément. Mais voilà, c'est un truc qui est hyper courant au Portugal. Je sais pas aller cuisiner du homard, du caviar, des trucs comme ça. C'est pas quelque chose qui me ressemble, c'est pas là d'où je viens. Là, ça va être une cuisine de goût, une cuisine qui a des valeurs aussi. La joue de lotte, il faut pas se louper sur la cuisson, quoi. Mais il y a rien de pire que de surcuire un poisson. Ça devient sec et tout, enfin, c'est une aberration. On est presque bien. Là, il y a la pression, là. Pour mon beurre d'algue, je fais chauffer une plaquette de beurre avec du miso, de l'algue nori toastée. Et ensuite, je vais venir refroidir mon beurre pour pouvoir venir pocher, confire mes joues de lotte. Allez, vas-y, bien à la nacre, là, hein, ça c'est hyper important. Je saurai que ce sera cuit, tout simplement en venant passer une petite pince ou un petit pic. Si je n'ai aucune résistance, c'est que la chair est cuite. S'il y a une résistance, c'est que ça manque encore un petit peu. Ça c'est cuit. Ouh. Après cuisson, voilà, c'est bien nacré, ça a une jolie couleur, c'est gourmand. Ces joues de lotte au beurre d'algue ont l'air réussies et je suis sûre que les inspecteurs du guide vont y retrouver la texture soyeuse du homard. Maintenant, Louise ne doit pas tarder à démarrer son fumet de poisson si elle veut avoir le temps que ça infuse. En fait, les pots de céleri, on a la tendance à les jeter. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je fais comme un jus de viande, mais jus de figue qu'on normalement on jetterait à la poubelle. Et je vais le faire rôtir comme un jus avec du beurre. Ensuite, je vais le mouiller avec un bon fumet de poisson. Pour mon fumet de tête de lotte, en fait, je vais récupérer ma tête sans la chair. Je vais venir la concasser en morceaux et je vais la mettre dans une casserole avec de l'eau, avec des parures d'ail, du verre de poireau, un peu de thym et parures d'oignon. Et ensuite, voilà, je laisse infuser. Ah, c'est bon ça. Ah oui? On a bien le goût de lotte. Ouais. On a bien le goût de lotte. Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant. Et je vais utiliser ce fumet pour mouiller mes épluchures. Ça va être un jus et aussi corsé qu'un jus de viande. En fait, c'est pour montrer que même les légumes en soi, ça peut être délicieux, ça peut être hyper gourmand. Et en fait, ça peut avoir même un caractère presque viandard, en fait. Là, mon jus, il va être top, je pense. Ouh, c'est faillant. On a une sauce aux épluchures qui est hyper corsée. Faut pas faire des choses fades, je sais pas faire des choses fades. On a cette espèce de terre-mer. Et j'aurais utilisé en plus l'intégralité de la tête de lotte. Donc je suis trop contente. Yeah. Toujours rien jeté. Hein. Elle a tenu sa promesse. Il n'y a rien dans la poubelle de Louise. C'est juste quand même incroyable. Bon, maintenant le dressage. Là, il y a la pression. Là. Je veux vraiment que l'assiette soit belle, quoi. Mon poisson, je viens le saupoudrer d'algues nori pour apporter un joli visu et renforcer encore le côté iodé. Voilà. J'ai fait ma cuisine. Je me suis pas cachée, j'ai pas essayé d'imiter. Je suis assez fidèle à moi-même. De toute façon, je sais pas franchement faire autre chose. Mon assiette, elle est audacieuse par la démarche qu'il y a derrière de faire un plat sans poubelle, de proposer des produits mal aimés, du foie, des épluchures, du salsifis. Sur le papier, ça fait pas rêver de ouf, quoi. J'espère que je vais choper un pass avec cette assiette. Là, je mise sur l'audace et sur la personnalité. Eh ben Arnaud m'est passé devant, mais j'ai bien envie de le rejoindre. On s'est dit finale ensemble. Ça va le faire. Philippe, les Chip 'n Dales, c'est parti. Comment se mettre à nu dans une assiette? Polo! Mais non! Comment ça, non? C'est pas ça l'idée? Faites les pitres là, mais la vraie personnalité de Pascal, elle va se révéler sur cette épreuve. D'accord? Du haut de ses 21 ans, Pascal n'a pas encore de restaurant, mais je sais qu'il a déjà tout d'un grand chef. Déjà, contrairement à ses deux adversaires, il est meilleur apprenti de France 2021. Du coup, le savoir-faire technique, la gastronomie traditionnelle, il maîtrise. Mais depuis le début du concours, Pascal n'a cessé d'apprendre et de s'améliorer. Et voilà les 3 plats qui représentent le mieux le minot. Tout d'abord, son plat de coquillage pour la justesse des goûts.
Alors pour surprendre la chef reine, je vais essayer de représenter un peu les fonds marins. Voilà, quand on va à la cherche aux coquillages, sous les rochers. Ouais. Du coup, voilà, tous ces coquillages, je viens les hacher en fait grossièrement. Ma palourde va apporter de la mâche, la coque va apporter quelque chose de gourmand. Ça va vraiment être agréable en bouche. Voilà, c'est beau ça. C'est la mer. Qu'est-ce que j'aimerais que vous soyez à ma place. Et quand je goûte tout ça, il y a du goût, il y a de la complexité. Et de l'amour, il y a tout ce que j'aime. Ça promet. Moi, ce que j'aime, c'est les couleurs. J'aime beaucoup les fleurs. C'est la nature. La raviole, j'adore la farce. Je trouve qu'elle est délicieuse. On sent la mer. Je sens tout, les coquillages. C'est comme un bon vin, là. Je goûte, là. Je continue à goûter. Hein. C'est super intéressant parce que vous m'envoyez quelque part. Là, je voyage quelque part. Donc, ce plat, c'est délicieux. Merci, chef. Merci pour le voyage. Bravo, bravo. Merci beaucoup, chef. Merci. Je me souviens également de son kebab de gibier pour la mise en valeur de la chasse et sa maîtrise des cuissons. Là, c'est la première pour moi de faire un kebab de gibier. Mais on est à Top Chef, il faut sortir des sentiers battus. On vient bien monter ça pour que ça prenne vraiment une belle forme, un beau cylindre. Là, je suis en train de badigeonner en fait mon kebab avec notre jus. Le jus va venir encore plus attendrir la chair. Ça va apporter vraiment de la gourmandise. Voilà, parfait. Oh la vache. La viande tient toutes ses promesses. Hein. Elle est juteuse, moelleuse, caramélisée à l'extérieur. Il y a cette petite note giboyeuse du faisan. Je trouve ça extra. Hein. C'est bon, hein? Ah ouais. Hein? Super bien cuit. Qu'est-ce que je te dise, je me régale. Mais en plus, le gibier qui a toute sa raison d'être là. Moi, je trouve ça génial. Et surtout le plat de cette saison 13, sa boule de neige au piment pour la conceptualisation intelligente d'un plat très risqué. Bon, comment tu vas étonner Mike Bagel? Je vais l'impressionner en lui faisant manger l'impossible. L'impossible qui est... C'est bien ça. Le piment bagnon. Oh. Oh. Attends, t'es fou là. Alors comment tu vas lui faire manger ça? Alors chef, le concept c'est que je vais venir lui faire manger ce piment grâce au froid. T'es sûr de ça là? Non, mais on va essayer. Ah, attends, c'est fou ça. Mais c'est bien. Mike Bagel a dit, je veux que mes papilles s'affolent. T'inquiète pas mon coco, qu'elles vont s'affoler. Ouh. Je n'avais jamais goûté ça. Le goût est très puissant, mais la température est très élevée. C'est-à-dire qu'on a la chaleur sur le palais, mais on a aussi cette brûlure de froid qui remonte dans le cerveau. C'est l'inverse de la sensation ressentie dans la bouche. Ça fonctionne vraiment très très bien. C'est un concept vraiment brillant. Ah bien, joli. Pascal, c'est le plus jeune de la compétition et il a montré la puissance de l'idée incroyable. J'aurais adoré avoir cette idée et j'espère que tu me mettras au point parce que ça c'est un plat signature magnifique. Voilà. Alors je sais que le Minot a aujourd'hui toutes les armes pour réaliser un grand plat qui impressionnera les inspecteurs du guide. Pas de doute, le pas sera pour Pascal. Louise quand même c'est vraiment la personne à abattre. Elle a déjà un pass du coup il faut pas que je me foire clairement. Il y a énormément d'enjeux. Depuis que je suis gosse, je travaille dans les restaurants étoilés. Et du coup, j'ai vraiment envie de montrer aussi cette personnalité de moi, la technique, mais aussi la personnalité d'un bon campagnard. Pour impressionner les inspecteurs du guide rouge, je pars sur un plat qui me correspond à 100%, sur une base de gibier, avec énormément de technique. On le sait très bien, hein, chasseur, cueilleur, pêcheur, du coup, je me dis qu'il y a vraiment moyen pour que cette épreuve soit la mienne. Je suis très fier de pouvoir dire que je suis vraiment un mec de la campagne. Il y a aussi ma partie technique, et en fait mélanger le tout, c'est vraiment quelque chose de superbe. Bon, ça va Pascal? Ça va chef? Hein? Sacré défi là, hein? Très très gros défi chef. Des inspecteurs du guide qui vont goûter ton plat, donc c'est pas rien. C'est vraiment un truc de ouf d'être jugé par des inspecteurs parce que je n'ai pas de restaurant et là je me dis que en fait je vais quand même être dégusté par eux. C'est un très très gros challenge chef, je sais. Ah ouais. Bon là, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Là chef, je suis parti du coup sur quelque chose qui me ressemble. Du coup je vais partir sur la chasse, la cueillette. Ouais. Je vais leur présenter voilà, du chevreuil. Le chevreuil c'est vraiment le gibier que je chasse avec mon père. Je vais partir sur un carré de chevreuil. Par-dessus, une petite croûte d'herbe. Ça va apporter un peu de fraîcheur. À côté, il va avoir un petit condiment ail noir, fruits rouges pour apporter de l'acidité. Une petite gelée fruits rouges au poivre que je vais venir en fait accompagner avec une bonne poêlée de champignons. Champignons des bois, voilà, comme une balade en forêt.
un très bon jus de chevreuil au chocolat, parce que c'est quelque chose qui se marie très bien. Ouais, d'accord. À côté de ça, je vais quand même utiliser les abats. Ouais. Donc je vais partir sur une sorte de petit nem en fait. On va avoir quelque chose d'assez fort, mais très, très gourmand. Ouais. C'est vraiment aller comme quand je vais dans les bois. Ouais, d'accord. J'ai du gibier et j'ai des champignons et je fais une assiette avec. D'accord, c'est pas mal. Je suis pas étonné que tu fasses ça, parce que c'est vrai que ça te ressemble. Pascal, il a une forte histoire de parents, grands-parents, de chasse, de pêche, de cueillette. Donc, il peut très bien faire ressortir sa personnalité dans le plat qu'il va faire aujourd'hui. Donc, le chevreuil, attention à la cuisson. T'as qu'une noisette, hein, ça va vite à cuire. Il faut que tu le sers saignant, ça. Enfin, saignant rosé, on va dire. Oui, chef. En plus, si j'ai le temps, sur mon petit condiment ail noir, je vais venir y rajouter une belle pomme soufflée. Ah! Pour montrer aussi la technique quand même. Ah, ça, c'est pas mal, ça va plaire, ça. Je vois le sourire en mode « Oh !» Il fait une pomme soufflée. Je pense que ça lui fait plaisir parce que c'est vraiment quelque chose de, voilà, de technique et c'est un petit hommage pour lui. Je sais que ça va lui faire plaisir. Je pense que ça peut plaire aux inspecteurs. Ça montre un peu la technique. Ça, ça plaît toujours, c'est un grand classique. Pascal a tout compris. Sa recette parle de ses racines tout en démontrant son savoir-faire de meilleur apprenti de France. Après, je le reconnais aussi dans son côté très ambitieux. À chaque épreuve, il abat un boulot de fou et à chaque fois, ça me fait peur. Mais attention quand même de pas trop en faire. Ne fais pas une tonne de mise en place. Hein. Fais ce que tu as besoin. Attention, parce que je vois que tu en as beaucoup. Ouais. Fais ce que tu as besoin, Pascal. Ne perds pas de temps, d'accord? Tu peux pas te planter sur cette épreuve. Il faut que tu me prennes un passe. Hein. D'accord? Tu vas y arriver. Et je me dis que oui, je suis ambitieux. Oui, je suis ambitieux de faire tout ça en très peu de temps. J'ai énormément de préparation, du coup, grosse pression pour moi. Voilà, j'ai envie de montrer en fait mes week-ends avec mon père, voilà, quand on part à la chasse au grand gibier. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser le chevreuil. Le chevreuil, c'est un gibier vraiment exceptionnel. C'est quelque chose que j'adore chasser et surtout que j'adore manger. Et je viens le démarrer dans ma poêle avec de l'huile d'olive. Une gousaille écrasée, du thym, du romarin. Voilà, clairement, là, le chef m'a dit de faire attention à ma cuisson parce qu'il faut qu'elle soit rosée. Il faut dire que la cuisson, c'est le plus important en fait, presque de la recette. C'est vraiment ce que j'ai envie de montrer, que voilà, je peux être très précis aussi sur les cuissons malgré mes 21 ans. Là, quelque chose de très important, le beurre. Là, on va venir en fait nourrir la viande. Là, on fait fondre le beurre, ça fait un beurre mousseux. On met un peu des herbes aromatiques. Donc voilà. Regarde-moi ça, ce bon beurre là. Voilà, on fait quelque chose de bien confit. En même temps, ça va lui apporter cette petite dorure qui est très sympathique. Là, quand je vois ça, je me dis, c'est moi, c'est la tradition, la gourmandise et le chasseur avec une technique de gastronomie. Voilà, moi je pense que je suis un vieux dans un corps de jeune. Jeune par rapport à mon âge, mais aussi je suis un vieux parce que j'ai été élevé un peu dans un monde voilà, très proche de la terre. J'adore voilà, nos bons plats français, notre bonne tradition. Pour moi, la tradition française, c'est quelque chose de magnifique. Carrément, voilà. Après, je vais venir les débarrasser sur ma poêle. Et là, je viens le cuire 8 minutes dans mon four à 180 degrés. Alors attention à la cuisson du chevreuil, hein. Bon, ça se sert rosé, c'est important. Donc il faut quand même qu'il ait une cuisson parfaite. Voilà, là, je vais venir couper mon canon. Moment fatidique. Si elle n'est pas rosée, la cuisson, c'est pas bon, c'est finito. Je peux rentrer à la maison, du coup, très grosse pression sur la cuisson du chevreuil. Voilà, on a un magnifique rosé. Là, clairement, je suis très content. C'est vraiment très joli. On a un rosé parfait. Putain, ouais, il est beau. Bravo, Pascal. La cuisson a l'air parfaite. Maintenant, je veux une belle pomme soufflée. Car ça pourrait bien faire la différence auprès des inspecteurs. Allez, le passé pour Pascal aujourd'hui. Il y a énormément de choses à faire. Là, je continue à faire réduire mon jus et je lance les champignons en persillade. Je viens préparer tous mes mélanges. Voilà, mon échalote, mon persil. Ah. Allez, ça, on sait plus. Allez, farci. Je suis vraiment à fond, clairement. Le chef, il me regarde, il fait ça, mais il va où, il va où, il va où? Je fais mes nems en même temps, je cuis mes champignons, mon jus, mon condiment ail noir, fruits rouges. Je fais 1000 trucs, clairement, parce que je me dis, Pascal, il faut vraiment que tu sortes tes préparations, il faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout des choses. Là, je sais que je peux y arriver. Allez, ça, on fait les pommes soufflées, c'est parti. Pommes soufflées, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Ouais, clairement, j'ai fait une promesse à mon chef, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout, il faut vraiment que je sorte la pomme soufflée. J'ai un peu les chocottes, mais je me dis que voilà, il y a moyen de les faire. J'ai vraiment envie que ça marche.
Il reste pas beaucoup de temps, j'ai vraiment peur parce qu'on arrive à la fin de l'épreuve là, vraiment il me fait peur. Mais il lâche pas et il y va. Bon allez ma chérie, il faut que tu souffles là. Là clairement je montre vraiment toute ma technique que j'ai là, que je peux avoir sur quelque chose là qui est pas facile. Voilà, là on a vraiment une belle pomme soufflée. Yes, c'est pas mal. Allez vas-y, sors là. Alors là, Pascal m'impressionne. Le minot est bien parti pour souffler la victoire à Louise et à Sébastien. Et pour assurer le coup, je veux un dressage au cordeau. Bam, 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 allez Pascal, allez. Dans mon assiette, je viens de mettre un peu de champignons. Ce bonhomme, juste frit comme ça. Là, fais venir rouler dans la petite croûte d'herbe. Aujourd'hui, par rapport à mon plat, j'ai vraiment envie de faire ressentir vraiment une balade en forêt quand on y va, voilà. On a les odeurs, le gibier, la cueillette. Je pense que c'est une des plus belles assiettes que j'ai pu sortir tout seul. C'est moi, c'est ce qui me représente. Je suis vraiment super heureux. J'y crois vraiment. 10 secondes. Allez Pascal, allez. Net, retouche pas 50 fois. Allez, Seb, allez. Pose comme ça tombe, t'inquiète pas. 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Fin d'épreuve. C'est l'heure de la dégustation. 4 inspecteurs du guide Michelin, qui ont sillonné les plus grands restaurants du monde, vont maintenant déguster les plats signatures des candidats. Leur fonction nécessite l'anonymat. C'est pourquoi ils vont déguster dans la pénombre. Seule la table sera mise en lumière. À l'issue de la dégustation, ils décerneront un pass au plat qu'ils ont préféré. Si c'est Louise qui remporte ce pass, elle se qualifiera directement en demi-finale. Si c'est Sébastien ou Pascal qui remportent ce pass, ils égaliseront avec Louise. Voici la première assiette. Pigeon, ravioles, croustade d'abattis. Allez. Petit pigeon, prends ton envol. Alors, voici le commentaire qui accompagne cette assiette. Avec ce plat, direction le Nord, la région que j'aime tant. Je vous donne rendez-vous avec mes producteurs et avec leurs beaux produits. Je vous propose une assiette simple, une assiette qui va droit au but. C'est ce que je fais, ce que je suis. On a 3 éléments. Donc pour le coup, il est franc. C'est simple, lisible, il va droit au but. En tout cas, c'est bien rangé. Hein. Ça, c'est bien, voilà. Oui. C'est bien rangé. Bah oui, c'est net et sans bavure. C'est net et sans bavure. Exactement, je te rejoins. Oui. C'est quelque part une prise de risque d'aller comme ça dans 3 choses posées dans une assiette. Ouais, c'était 3 éléments sur l'assiette, c'était le but. Il n'y a rien qui sort des bords de l'assiette, là. Voilà, très épuré. On retrouve bien la croustade, on retrouve bien le suprême. Après, la raviole, il nous emmène dans le nord, donc peut-être on a de la betterave au niveau de la coloration. C'est justement cette couleur de la raviole qui, je trouve, fait la présentation, qui peut paraître simple, intéressante. Ce jeu avec la couleur... C'est le rayon de soleil du centre de l'assiette, toi. C'est ça, hein, toi. Il faudra voir après, maintenant, au niveau gustatif. Ben, régalez-vous. La viande, elle est hyper fondante, hyper moelleuse en plus. Oui. Après, la sauce, elle est bien réduite, elle est bien concentrée en saveur. Elle se marie bien avec la viande. Ouh, belle sauce, hein. Belle sauce, hein. Regarde, on dirait un ciel étoilé. Regarde. Tic-tac, tac, elle scintille, ouais. T'as vu? Alors, cette raviole. C'est de la betterave. Il y a un côté assez acidulé. Oui. C'est vrai, c'est vif. Ouais, c'est vif. Ça relève le goût, le plat en général, c'est vraiment... c'est plaisant. La petite croustade, dorée, croustillante, la farce d'abat. Elle a du caractère, c'est bon. C'est très bon même. Alors moi, sur le pigeon, j'ai quelque chose qui est un petit coup de levure. Une petite levure. Il y a un peu de levure. Ah oui, qui arrive. Oui, t'as raison. C'est très intéressant. Ça amène un relief... Oui. C'est de la touche audacieuse. Ça, oui, pour le coup, c'est surprenant, ça. C'est cool, ça. C'était un peu le petit peps, la petite originalité de l'assiette. C'était cette levure qui était cachée en dessous du pigeon. Non, mais c'est franc, c'est net. Les choses ont le goût de ce qu'elles doivent avoir. Et toi, ça donne le côté rassurant du Nord. Parce que dans le Nord, c'est vrai qu'effectivement, là-bas, il y a de l'envie, de la convivialité, du partage, toi, généralement. Et on marque des choses, des saveurs. Hein. Parce qu'il y a pas mal de bonnes choses là-haut dans le Nord. Hein. Allez, finissez-moi cette assiette, là. On est bien, là, chez Sébastien. Puis c'est plaisant, et puis c'est bon, quoi. Il y a un moment, toi, sans tergiverser, quoi, c'est bon. Hein.
Allez, écoute. Comment, qu'est-ce qu'on pense? On est en train de dire ce que tout le monde te dit, c'est que tu es un très bon cuisinier. Donc c'est bien. Voici la deuxième assiette en compétition. Le homard et le foie gras du pauvre, algues, racines et jus d'épluchure. Voici le commentaire qui accompagne ce plat. Ce plat est le reflet de mon engagement écologique et d'une cuisine zéro déchet. Réalisé sans poubelle et avec des ingrédients à faible impact environnemental. Ce plat montre aussi ma volonté de mettre en avant des produits mal aimés. Je vous laisse réagir, je sens, même sans voir vos visages, une surprise. Alors là, on peut parler d'audace, dans un sens très positif. C'est assez osé, hein, c'est bien. Hein. C'est intriguant. C'est assez original. Ah oui, en tout cas, il y a un vrai parti pris. Mais c'est vrai que la notion, elle n'est pas bête. Hein, cette notion, effectivement, du zéro déchet. En tout cas, déjà, c'est vraiment marquant parce qu'il y a une vraie curiosité là, qui, pour moi, s'aiguise. Là. Bon, bah c'est bien. Moi, j'aime bien parce qu'assez souvent, on a l'assiette devant soi et on a une attente très précise de ce qu'on va manger. Là, moi, je ne le sais pas. Non, je pense que la découverte va vraiment se faire au moment où on va passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire avec le couteau et la fourchette. Bienvenue chez WAM. Eh bien, allez-y. Je vois en tout cas que vous avez le sourire déjà. Moi, je viens juste de goûter à la sauce qui est très bonne. On sent une réduction de légumes légèrement sirupeuse, légèrement sucrée. La sauce, hein, elle est punchy. Hein, ouais, la sauce, elle est, elle est très bonne. Oh bah là, ouais, j'y suis pas allée de main morte. Hein. Ça balance avec la lotte déjà, qui est plutôt dans mon assiette, qui est bien cuite. Hein. Une texture moelleuse, nacrée. Voilà, une nacrée, super. La cuisson de la lotte, elle est parfaite. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, moi, sur la lotte, c'est cette poudre d'algues qui apporte du caractère quand même au poisson, qui vient rehausser un petit peu le plat. Ça, c'est très bon, je trouve. Et, d'accord? Le foie de lotte, il est bien cuit, il est bien coloré en surface. Il y a une notion de terre avec cette notion de légumes racines, de mer, avec l'algue, la lotte, le foie de lotte. Il y a vraiment une prise de risque. L'univers, il est vraiment présent. À mon avis, il y a quelqu'un derrière qui a du caractère, qui en veut et qui, à mon avis, faut pas trop aller se friter. Je pense que c'est costaud. Hein. Ouais, c'est costaud. T'as raison. Allez. Pour moi, ça, c'est un plat dont je vais me rappeler. Ah, madame. Viens chez nous. J'espère que ça va faire la diff. Hein. Et ma Louise. On passe à la dernière assiette en compétition. Balade au cœur de la forêt. Aujourd'hui, je vous renvoie au temps des chasseurs-cueilleurs. Je vous invite à une balade en pleine nature, comme un dimanche avec mon père. Là, on est sur la promesse du vert, de la balade en forêt. Très épuré au niveau du dressage, très sobre, très joli. Effectivement, on a une belle pureté. En tout cas, c'est une forêt qui est bien entretenue, là. Est-ce que c'est un compliment ou pas? C'est un compliment. Déjà, on voit un travail qui a été fait sur les textures, avec du croustillant, avec la viande, donc peut-être du gibier, vu qu'on est en forêt. La mousse qu'on peut retrouver également sur la viande. Donc on est vraiment dans cet esprit forêt, nature, bien présent sur ces trois assiettes. Je suis dans ma thématique. C'est parfait. Ouais. C'est parti. C'est bien croustillant. Hein. C'est intense. Ouais. Une belle texture, avec quand même un peu de fondant et de moelleux. Donc l'équilibre est pas mal. Hein. Ah, c'est bien. C'est bien. La farce a du goût, certainement avec des foies ou quelque chose comme ça. On est sur les abats, là. Assez puissant, sans l'être trop non plus, c'est très bon, ça. Je pense que j'ai l'impression que ça leur plaît. Ouais, ça leur plaît, on dirait. C'est bien, c'est bien. Pour moi, là, la cuisson là, de la viande est parfaite. Hein. Ouais. Là, le filet de chevreuil est très bien cuit, rosé. Au niveau de la cuisson, il n'y a rien à dire, la viande est tendre, fondante en bouche. Avec cette pomme soufflée, effectivement, c'est bien sympathique. Et plus c'est gonflé, meilleur c'est. Voilà, belle pomme soufflée, là. Quelle est belle, la pomme soufflée, c'est bien. Vous êtes allé piocher un peu en haut à gauche, là, dans cette jolie petite coupelle. C'est un peu aussi là, le petit trésor de gourmandise. Des petits champignons. Pour moi, il y a des croûtons. Là aussi, on joue sur les textures. Moi, je trouve ça assez sympathique. Tu sais, j'ai l'impression que c'est le petit casse-croûte que t'emmènes quand tu vas te promener dans la forêt. Je suis vraiment dans le fond de la balade, quoi. Tu te régales, quoi. Ouais, puis je me régale, tout ça. Non, mais tout simplement. C'est très bon. Et en plus, toi, ça m'invite à une promenade, donc c'est sympa. Bravo, Pascal. Bravo, Pascal, c'est bien. Bravo. C'est bien, hein, C'est une belle illustration. Oui. T'as réussi. Et c'est bien. Bon,
Vous avez dégusté 3 assiettes visiblement très différentes les unes des autres. Il ne reste plus qu'à débattre et choisir la meilleure. Les jeux sont faits. Après concertation, les inspecteurs ont choisi leur assiette préférée. Et c'est Gwendal Poulenec, le directeur international du guide en personne, qui va dévoiler le nom du vainqueur de cette épreuve et donc à qui revient le pass. Louise en a déjà un en poche. Si elle en remporte un second, elle sera directement qualifiée pour les demi-finales. Si c'est Sébastien ou Pascal, les 3 candidats se retrouveront tous sur une prochaine épreuve où ils pourront décrocher un nouveau pass. Place au verdict de cette prestigieuse épreuve des quarts de finale, l'épreuve du guide rouge. Gwendal, c'est vous qui allez être le porte-parole de vos inspecteurs et inspectrices. Bilan général de l'épreuve. Un grand merci tout d'abord au nom de l'équipe d'inspecteurs, car les candidats leur ont tous fait passer un excellent moment. Donc les débats ont été très riches, mais les inspecteurs se sont accordés de façon unanime sur un plat. Très bien. Alors, moment important parce que c'est un pass pour les demi-finales. Quelle assiette remporte cette épreuve? Non mais j'ai tellement envie de la gagner, j'aimerais tellement, ça me ferait tellement du bien. Un pass, je serais à égalité avec Louise. Dites s'il vous plaît mon plat, dites s'il vous plaît mon plat. Désolé, il faut que ce soit moi. Moi j'y crois. Il y a une assiette qui se distingue par son audace, par son caractère, par la personnalité qu'elle exprime et aussi par sa prise de risque. Avec la chef d'arrose, on se regarde, on se dit putain. Ah mais là, enfin, je pense que c'est tellement serré. Il s'agit du homard et du foie gras du pauvre, algues racines, jus d'épluchure. Et du coup, c'est wham. Deuxième passe, hop, ça c'est fait. Franchement, là, j'hallucine, je suis trop contente. C'est Louise qui remporte le pass pour les demi-finales. Pour info, ça lui fait 2 passes. Louise est donc qualifiée pour les demi-finales de cette édition de Top Chef. Allez, hop. Ouh. Merci, chef. Bravo. Merci. C'est génial. Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Énorme, hein, énorme. Hein. Tu vas en demi-finale avec ton plat signature qui parle de toi, lourd, ton univers. Et... Je crois, Gwendal, que vous avez préparé quelques mots pour présenter la personnalité de Louise comme si elle était dans le guide. Eh bien oui, avec toute l'expérience vécue par nos 4 inspecteurs, nous avons pu écrire ensemble le texte suivant. C'est avec un sourire que l'on accueille cette assiette à l'audace marquée. Si on ne retrouve pas de homard ou de foie gras, c'est une intention maligne qui sublime la lotte et qui nous ravit et nous invite à la découverte. Les saveurs marquent autant que l'engagement fort de la chef pour l'écologie et qui, par sa personnalité, nous offre une expérience absolue. Ici, l'impertinence du visuel cède la place à une inspiration, celle d'un territoire marqué avec authenticité et caractère où les éléments se font écho pour prendre vie ensemble. Oh là 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 là, mais j'ai 3 étoiles, ça hein. Attends, ça c'est 3 étoiles hein. Leur texte est vraiment déjà super bien écrit. Vraiment, j'adore les beaux mots et tout, c'est très poétique, c'est très très beau. Et bah, je sais pas, c'est assez irréel en fait. Je pense que je vais le garder très très précieusement. Je pense que je vais l'encadrer ça. Ah là 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 là, bravo hein. Bravo Louise là. Non, là c'est cool. Je suis sûr que Louise est très sensible à vos commentaires. Merci encore, chers inspecteurs et inspectrices. Merci Gwendal Poulenec d'avoir été avec nous. Et puis on poursuit notre chemin vers les demi-finales. Merci beaucoup. Si ça s'arrêtait là, ça serait vraiment décevant et triste pour moi parce que j'aimerais vraiment aller en demi-finale. Je suis très déterminé, j'ai vraiment envie d'aller au bout des choses. J'ai vraiment à fond, mental d'acier, je veux rien lâcher. Pardon, celle-là. Je me sens stressé, on sait jamais. Là, le but, on va être clair, c'est que je remporte les 2 passes. Je suis pas arrivé en quart de finale pour m'arrêter là et c'est pas mon objectif. Sur cette dernière épreuve des quarts de finale, il reste 2 passes à gagner. Pascal et Sébastien n'en ont aucun. Si l'un d'eux remporte les 2 passes, il rejoindra Louise et Arnaud en demi-finale.
En revanche, si chacun remporte un pass, ils seront à égalité et ce sont Hélène Darroze et Glenn Viel qui devront les départager. À enjeu exceptionnel, chef exceptionnel, puisque c'est le chef Yannick Aleno, multi-étoilé, accompagné de son chef pâtissier Aurélien Rivoire, qui jugeront les candidats. Aurélien Rivoire, nommé pâtissier de l'année en 2020, est le seul chef pâtissier français à être à la tête de 2 restaurants triplement étoilés. C'est un jeune chef ultra créatif qui structure ses goûts comme un architecte. Voici Yannick Aleno et Aurélien Rivoire. 2 restaurants 3 étoiles. Et c'est vraiment, on peut dire, une machine de guerre. Waouh. La pression là, parce que Yannick Aleno, c'est quand même un chef qui a formé des grands noms de la gastronomie française. Alors pour moi, cuisinier, qui est un peu une idole aussi, c'est quelqu'un qui m'inspire, c'est quelqu'un, j'aimerais devenir comme lui. Et aujourd'hui, l'avoir dans Top Chef, c'est waouh. Bienvenue dans les cuisines de Top Chef. Alors, Yannick Aleno arrive toujours dans les moments décisifs, il a l'habitude. Chef, vous allez donner 2 passes aujourd'hui avec un double défi sur un thème commun. Le chocolat. Pour le premier pass, quel est le premier défi, Aurélien? Donc, on va vous demander une bouchée sucrée chocolatée qui peut paraître peut-être facile, et c'est l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, je pense. Sur cette épreuve, on veut goûter quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. J'aimerais trouver une idée que j'ai pas encore eue, en fait. Donc, à vous de jouer. Ce qui est compliqué, c'est qu'une bouchée, ça va vite. Du coup, il faut encore une bouchée, on sent tout. Il faut qu'on sente l'acidité, l'onctuosité, la gourmandise, il faut qu'il y ait différentes textures. Donc une bouchée, c'est très compliqué. Deuxième défi, Yannick Aleno. C'est de nous présenter un plat salé dont la matière principale est le chocolat. Il faut de la précision, il faut de l'équilibre et du coup, il faut de la justesse. Messieurs, sachez qu'en cas d'égalité à l'issue de cette épreuve, Hélène Darroze et Glenn Viel dégusteront à l'aveugle votre bouchée sucrée et votre plat salé et détermineront dans ces cas-là le vainqueur. 45 minutes pour ce premier défi autour du chocolat. Qui va remporter le pass sur cette épreuve? Je sens des bons regards en face de moi. La détermination est là. Bonne chance Sébastien, bonne chance Pascal. On y va? C'est parti. Allez, allez Pascal. Ouah. C'est parti pour le premier défi. Réaliser une bouchée sucrée chocolatée. Puis au bout de 45 minutes, ils devront directement s'attaquer au second défi, concocter un plat salé autour du chocolat, cette fois-ci en 1h30. L'enjeu est de taille, car chaque défi gagné permet de remporter un pass. Pascal et Sébastien, qui n'ont toujours pas de pass, doivent donc remporter les 2 défis autour du chocolat pour espérer se qualifier en demi-finale. 2 passes à gagner aujourd'hui pour la demi-finale sur l'épreuve de Yannick Aleno et Aurélien Rivoire. Attention, très haut niveau attendu. Épreuve pas évidente sur le chocolat. J'irai à fond. Vas-y, va pas te casser la main pour autant. Allez, c'est bon. Attention à ton bras, pas de chocolat, pas de victoire. On y va les gars, c'est parti. Mon état d'esprit, il est conquérant. C'est un Sébastien qui a envie de tout casser. Il est redoutable, Sébastien, parce qu'en fait, quand il est face au mur, il fait des trucs extraordinaires. Et comme là, on est un peu face au mur, du coup, ça me fait un peu peur parce qu'il peut me sortir des plats de ouf. On l'appelle pas le boucher des dernières chances pour rien, parce que là, il a fait partir 4 personnes. En plus, il a énormément de technique, il a travaillé dans des palaces, avec des grands chefs, donc il sait où il va. Et c'est qu'un mec du Nord, c'est quelqu'un qui aime la bonne bouffe. Voilà, il est très gourmand, très gros concurrent en face de moi. Je compte faire la bouchée en utilisant de l'oursin dans du sucré. Je veux provoquer les chefs. Ils veulent de la surprise, ils veulent de l'étonnement. Le petit truc en plus, c'est ce côté iodé, c'est cet oursin. C'est un gros risque, c'est ça plaît ou ça plaît pas. J'ai jamais travaillé l'oursin au chocolat, mais ça peut être ouf. J'ai envie que cette bouchée, elle soit percutante, que ce soit... Salut. Ça va, chef? Tu te souviens de moi? Ok. Vous allez bien? Ah oui, je me souviens de vous. Bon allez, ça va. Ah oui, comment vous oubliez? T'as l'énergie du tueur là, ça c'est bien. À fond. Du coup, aujourd'hui, pour surprendre le chef, je vais faire une écume. Allez, on devance les questions, vas-y, t'as. Allez, on y va, à fond. Aujourd'hui, pour surprendre les chefs avec cette bouchée sucrée, je vais partir sur une mousse au chocolat très aérienne, servie tiède. D'accord. Le petit truc en plus, ça va être une langue d'oursin qui va rapporter de l'iode et une tuile un peu nougatine à la coriandre et au gruyère de cacao. Ça va être une bouchée iode de choc.
Alors l'oursin, c'est très intéressant. C'est simple, mais c'est osé. Ce garçon est incroyable. C'est intéressant de partir sur un oursin parce qu'on a cette espèce de salinité qu'on ajoute, faire ressortir un petit peu l'amertume et le sucré du chocolat et mettre en valeur le chocolat. C'est une bonne idée, mais en même temps, quand tu provoques, il faut provoquer. Hein, jusqu'au bout. En tout cas, tu prends des risques et c'est bien, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut, si tu veux passer, c'est ce qu'il faut faire. Quand j'annonce au chef Perret que je décide de partir sur l'oursin, je pense que je l'étonne un petit peu, c'est très osé, mais il me fait confiance. J'ai l'impression qu'il me soutient. Du coup, pour réaliser cette mousse au chocolat, 6 grammes d'agar, 810 millilitres de lait et 480 grammes de chocolat. J'ai décidé de prendre un chocolat 70% de cacao. Je mélange avec un chocolat un peu au lait pour donner aussi du réconfort. Attention à ta mousse, Seb, il faut vraiment qu'elle tienne. Hein. Il faut vraiment qu'elle tienne. Hein. Je veux quelque chose qui soit aérien, servi tiède. C'est pour ça que je décide d'utiliser de l'agar-agar. L'agar-agar, c'est un gélifiant naturel qui supporte la chaleur. Ça va avoir un effet tenu. J'ai goûté cette mousse au chocolat, elle est très bonne. Ensuite, je dépose ce mélange chocolat-lait-agar dans mon siphon pour avoir quelque chose de très aérien. Une fois que cette mousse elle est gazée à une cartouche et en siphon, je la mets sur le côté pour le dressage. Ta mousse, elle marche bien? Oui. Ah, ça a l'air bon, ça. Et avec l'oursin, ça marche. Ça, avec l'oursin, ça marche. Oh, c'est bon. Et je décide également de concasser un peu du chocolat, un chocolat noir, 70%, pour aussi rapporter de la texture. Parce que dans cette bouchée, elle doit être complexe, cette bouchée. Et elle doit avoir le goût de chocolat. C'est une assiette gagnante, ça. Allez, emmène-moi en demi-finale, Sébastien. On y va tous les deux, là. Oui, chef. Paul Perret a toujours emmené des candidats en finale. J'ai pas envie d'être le candidat qui ne l'emmène pas en finale. J'ai envie de le rendre fier de moi parce que c'est quand même quelqu'un qui m'a énormément apporté. Il m'a fait comprendre que la seule limite, c'était moi et c'était moi qui me l'imposais. Et si moi je me faisais confiance, ça fonctionne. Et j'ai envie de lui montrer que je suis peut-être pas attendu, mais je peux les surprendre. Je vais me faire plaisir et je vais me donner les moyens de réussir. Voilà! Il y a une chose qui est bien avec Sébastien, c'est que je n'ai aucun doute sur sa motivation et sa bonne humeur. D'ailleurs, depuis le début du concours, on peut dire que sa joie de vivre est communicative. Non mais laissez-moi! Non mais laissez-moi manger ma banane! Même auprès des plus récalcitrants. Tic-tac! Non, on ne fera pas tic-tac. Attention, regardez. Non, je ne chanterai pas ça. Si, je ne le ferai pas. On l'a fait. Tic-tic-tic-tac, Roger du tic-tic-tic-tic-tac, Roger du C'est trop dur. D'ailleurs, c'est à se demander s'il n'a pas loupé sa vocation. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire quelque chose, c'est que... J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Voilà! Libéré, délivré, allumer le feu. I believe I can fly. Sur ma route, oui, il y a eu du nouveau. Et on tape cette musique qui te plaît. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, qu'apporte l'ambiance, qu'apporte l'endroit. C'est même pas les bonnes paroles, mais c'est pas grave, c'est pas les paroles qui comptent, c'est l'intention qu'on met dans la chanson. Bon, à défaut d'animer un karaoké, je compte sur lui pour me dresser cette bouchée sucrée au chocolat et tout faire pour emporter le premier pass décerné par Yannick Aleno et Aurélien Rivoire. Hors de question que je lâche. Vient le moment du dressage. Je me dis, j'ai cette bouchée, là c'est bon, ça s'est construit, j'ai ces 3 éléments. J'ai de la texture, j'ai de l'acidité, j'ai de la vivacité. Et maintenant, il faut que je scénarise tout ça. Ça peut être sympa de dresser le cacao dans son élément. Utiliser cette fève. Ça peut être génial de poser cette cuillère dans le chocolat comme ça. Ça, c'est vraiment sympa. J'enlève un petit peu avec une cuillère le cœur, ce mucillage, cette peau blanche qui recouvre les fèves de cacao. Ça ressemble un peu à de la nona ou à du litchi, mais avec une petite amertume, une fraîcheur. Je vais le tailler en petites brunoises, ça va rapporter une petite note d'acidité. Je dépose un peu de chocolat concassé, un peu de mucillage. Ce mucillage, je pense que ça peut me faire gagner parce que j'ai vraiment utilisé toutes les parties du cacao. Et ça peut marcher. Je décide vraiment de laisser la langue d'oursin brute.
posé dans la cuillère. Chocolat oursin, j'assume à fond. Là, je me surprends moi-même. C'est vraiment un gros risque, hein, parce que c'est très iodé. Je dépose la langue d'oursin en premier, bien visible. Bim, bam, boum. Hop, je vais mettre cette petite eau d'oursin un tout petit peu au fond. Allez, Seb, allez, Seb, c'est vachement bien ça. C'est très, très bon. Quand on veut provoquer, il faut y aller à fond. Sébastien est transcendé, on ne l'arrête plus. Cette idée de rajouter l'eau très iodée des oursins en base de sa bouchée, c'est vraiment osé. Les chefs n'auront qu'une cuillère pour apprécier l'association chocolat-iode et pulpe de cacao. L'équilibre a intérêt d'être parfait. C'est un vrai coup de poker et si ça marche, ça vaudra clairement un pass. Mon chef, il m'a dit, si tu décides quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. J'ajoute ensuite ma mousse au chocolat et ma nougatine à la coriandre et au gruau de cacao. Quand je vois cette bouchée, je me dis je pouvais faire ça que dans Top Chef et j'aurais jamais osé faire ça ailleurs. Et c'est ça que Top Chef m'apporte, c'est d'aller au bout de mes idées, quoi, d'assumer. Et si ça passe, pouloulou, avion, décollage. Ok, allez, on donne tout, à fond, un peu de folie, chaud cacao, chaud chocolat, un truc de dingue. Oui, chef! Nous, on est en forme pour gagner. Hein? Là, il y a une place en demi-finale. On n'est pas là pour faire les pitres. Allez! Aujourd'hui, c'est moi qui rejoins Louise et Arnaud. Le mental, il est toujours à fond. Du coup, le petit boucher du Nord, je vais en faire qu'une bouchée. Moi, je suis le chasseur du Sud, donc le boucher du Nord, il me fait pas peur. Pascal, il m'impressionne. Avant de faire Top Chef, il a déjà fait un autre concours de très haut niveau parce qu'il a déjà éliminé 107 personnes pour être le dernier. Et là, il est dans la compétition et il y a un niveau de folie, il y a un mental de folie très, très impressionnant. Moi, j'étais pas comme lui à 21 ans, aussi mature dans sa cuisine, aussi juste dans ses assaisonnements. Il y a des superbes idées, il y a beaucoup de techniques parce qu'il travaille beaucoup. Pascal, il ne me fera pas de cadeau. Il va se battre jusqu'au bout. Réaliser une bouchée parfaite, bon, on va essayer de faire ça. Là où il faut faire attention sur une bouchée, c'est qu'il faut créer le côté un peu manquant qu'on a envie d'y retourner. Et je me dis qu'en faisant peut-être une bouchée vraiment chocolatée, gourmande, on va vouloir y retourner. Ça va, chef? T'es remonté? Ah oui, chef. Comme une pendule, là? À bloc. Hein? Il faut que tu donnes tout sur cette épreuve. Oui, chef. Alors, comment tu vas faire pour séduire Yannick Alino et Aurélien Rigoire? Pour réaliser ma bouchée au chocolat, j'ai décidé de réaliser un petit gâteau croustillant fruits secs cacao amer qui va venir en base. Par-dessus, je vais venir faire une petite ganache chocolat. Je vais venir apporter de la gourmandise avec une petite mousse au chocolat, gruau torréfié et chocolat à 80%. Et une tuile cacaotée qui va apporter vraiment un peu de volume à ma bouchée. Je mise vraiment sur les conforts parce que quand c'est quelque chose de gourmand, ben on a envie d'y retourner et ça plaît souvent. Là, j'ai vraiment envie que ça soit vraiment goûtu et gourmand au chocolat. D'accord. Il y a pas mal de préparation au chocolat, ça c'est bien. Ce qui me plaît dans ce qu'il propose, c'est la diversité, du travail sur le chocolat avec les textures. Mais on est au port de la demi-finale de Top Chef et ça va forcément être une épreuve avec des exigences d'un niveau d'un quart de finale. Pour moi, c'est pas suffisant pour surprendre. Il manque encore autre chose. Marc, sois tranchant. C'est une bouchée en plus. C'est une bouchée, donc bam, il faut que ça percute. Vraiment, il faut que ça percute. C'est une bouchée, il faut que ça explose. Il faut que ce soit puissant, vraiment puissant en bouche. Allez. J'ai apporté quand même de l'originalité, mais peut-être pas assez. Donc du coup, je commence à y réfléchir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Alors j'arrive au garde-manger et je décide de prendre du piment. Le piment va apporter quelque chose de piquant, ça va relever un peu le dessert. Je prends aussi des fraises et des framboises. Je vais faire du coup une marmelade fruits rouges pimentée aux saveurs de cacao brûlé. Cette marmelade de fruits frais, ça veut faire quelque chose de bien. Fruits rouges poivrons, super intéressant. On va avoir ce côté salé dans ce dessert. Pour réaliser ma marmelade fruits rouges piment, je fais cuire des groseilles, du poivron et des framboises que je vais faire revenir avec une gousse de vanille dans ma casserole. Je viens rajouter des morceaux de piment. Ça cuit. Quand c'est bien cuit, je viens mixer juste un petit coup comme ça. Voilà. Là, on a une belle marmelade. Et ça, je vais le mélanger avec une ganache au chocolat. Ça va avoir du punch. À la fin, ma marmelade, je la goûte, elle est super bonne. Elle a ce petit côté sucré des fruits, ce côté pimenté qui revient derrière. C'est ce qui va apporter de la vivacité et ce côté un peu culotté d'un dessert.
Ça c'est bien. Avec cette marmelade aux fruits rouges et au piment, Pascal joue sur la gourmandise et l'inattendu. Les chefs Aleno et Rivoire vont d'abord ressentir la douceur du chocolat et bim, le piment va leur donner une petite claque. Ça me plaît, le minot est sur la bonne voie pour me décrocher son premier pass. J'ai le côté amer, ça j'ai le côté pimenté, j'ai le biscuit, j'ai la marmelade, j'ai la mousse. Mais je me dis qu'il manque un peu d'acidité. Je vais partir sur un gel yuzu. Yuzu, cacao. Et au dernier moment, je viendrai y mettre un peu de chocolat. Je décide de partir sur le yuzu parce que c'est un acide que j'adore utiliser. C'est vraiment super frais, c'est vraiment gourmand et je me dis que ça peut vraiment bien se marier avec le chocolat. Du yuzu, j'en mets 100 grammes. J'incorpore de l'agar-agar. Je vais y rajouter aussi une cuillère de cacao pour avoir ce côté vraiment noir parce que je vais vraiment avoir quelque chose de monochrome, vraiment comme le chocolat. Je mélange, porte à ébullition, je coule dans ma plaque et je laisse prendre au froid. Allez Pascal, tu me le prends ce passe, hein? Chef. Allez, allez, allez. À la fin, cette gelée, je la goûte, pouf, elle explose en bouche, elle est gourmande, on sent cette note de chocolat. Non, je suis vraiment super content et je sais qu'elle va vraiment beaucoup apporter à ma cuillère. Encore une fois, Pascal ne va pas vers la facilité et abat un boulot titanesque. Surtout que cette gelée yuzu chocolat est vraiment une excellente idée. Ça va apporter une vivacité supplémentaire qui peut satisfaire l'exigence étoilée des chefs Yannick Aleno et Aurélien Rivoire. Il faut absolument que tu gagnes. Ouais. Sinon, tu rentres à la maison. Moi, j'ai pas envie que tu rentres. Moi aussi, chef. Allez. Et c'est pas terminé, Pascal. C'est peut-être le début d'une grande aventure. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de décevoir mon chef. J'ai vraiment envie de continuer Top Chef, aller en demi-finale pour mon chef. C'est vrai que quand même le chef, c'est quand même un père adoptif pour moi parce que là, il a su me bouléguer avec un petit coup de pied au cul. Il a réussi à me féliciter quand il fallait, tout en restant froid pour pas me dire voilà, pas vivre sur les acquis. Maintenant, tu te donnes toujours au maximum. Plus tu donnes, plus il en veut. Et c'est ça qui m'a fait évoluer. Là, je viens faire fondre en fait. Ça va me servir de socle un peu. Et en fait, je pense que je vais carrément venir dresser à l'intérieur. J'y crois là, clairement j'y crois. Allez Pascal. Une cuillère en chocolat dans du chocolat. Ça peut être cool, c'est joli, c'est mignon. Je vois mon assiette. Elle est brute, c'est du chocolat, c'est monochrome. Je suis vraiment super content. J'espère vraiment que ça va payer et j'espère vraiment que ça va plaire au chef. 15 secondes. Allez, dose bien, applique-toi, d'accord? C'est tout dans la finition, là. Allez, Pascal. 5 secondes. C'est bon, ça a tout mis. Elle est où, la tuile, là? Allez, 3, 2, 1. Allez, top terminé. Très bien. Le premier défi est terminé. L'un des deux candidats pourra remporter un pass sur cette bouchée sucrée. Mais il y a un autre pass à gagner pour le second défi. Réaliser un plat salé autour du chocolat. Le chef Yannick Aleno et son pâtissier Aurélien Rivoire ont tenu à dévoiler leur vision autour de ce thème. Le chocolat en cuisine représente le grand oublié. L'oublié parce que si on y pensait un peu plus, on aurait l'occasion d'aller chercher des saveurs un peu inattendues, de par la diversité de la matière première en fait. Et c'est en cela où le chocolat doit pouvoir et va nous amener encore plus de vibrations dans nos assiettes. Cette recette, elle est basée sur un équilibre assez fragile qui est l'artichaut et le chocolat, qui sur le papier, tous les deux ressortent une amertume assez puissante. Et ça pourrait être un classique du dessert en fait. Alors, à la base de cette recette, on a une extraction d'artichaut, c'est une cuisson basse. Et puis en fait, une fois que vous avez cet élixir, vous avez tout le goût du produit. Alors, on commence par une crème anglaise qui est réalisée à partir de l'extraction d'artichaut. Vous avez ici un classique pâtissier avec la puissance de l'artichaut, une contradiction assez étonnante. Pour la sauce, nous réalisons un caramel à base aussi d'extraction d'artichaut, ce qui apporte encore plus de puissance à ce caramel. Dessus, après, il y a cette émulsion de lait Ribot. Ensuite, pour réaliser les pétales de chocolat, en fait, il faut mettre un chocolat Caraïbe 66%. C'est un chocolat qui est à la fois très gourmand parce qu'il a des notes grasses et onctueuses et à la fois assez corsé en épices. Et en fin de compte, on vient se munir de pétales d'artichaut et on les trempe directement dans le chocolat. Et en fait, il y a une petite astuce, c'est que dans ce cacao, il y a de la poudre or qui ne se voit pas à l'œil, mais une fois la pétale ressortie, elle est toute dorée.
Je suis la fameuse quenelle de caviar qui se lie très bien avec le chocolat parce que le chocolat est gras et le caviar est salin. Et en fin de compte, vous avez un mariage qui se fait comme ça. Moi, la première fois que j'ai goûté cette assiette, je me suis dit d'où ça sort. Comment c'est possible? Quand on goûte cela, on a quelque chose qu'on n'a jamais eu ailleurs. Du chou-fleur, moi j'aimerais bien qu'il y ait du chou-fleur. Il n'y a pas du chou-fleur. Ah, ici il y a du chou-fleur. Il me faut ça, du gruyère jaunais, de l'ail. Il y a beaucoup de trucs en fait. Allez à fond! Allez! Moi je me donne à fond! Je suis chaud, j'ai envie de tout défoncer sur le chocolat. Je vais tout donner. C'est un produit que je travaille beaucoup, mais souvent en sucré, pas en salé. Et du coup là, c'est pas une épreuve évidente. Il va falloir être bien malin. C'est peut-être les derniers moments que je passe dans les cuisines de Top Chef. Et il est hors de question que je me dise, t'es passé à côté, c'est pas possible. Pour surprendre les chefs Yannick Aleno et Aurélien Rivoire, je vais partir sur un canard au gruau de cacao, un chou-fleur au chocolat et une sauce au chocolat. Du chocolat, il y en aura dans la sauce, il y en aura dans cette purée, il y en aura partout, quoi. Et c'est un truc de ouf quand même. Moi, Sébastien, je suis dans les 4 derniers. Je ne compte pas m'arrêter là parce que je suis pas arrivé en quart de finale pour m'arrêter en quart de finale. Maintenant, je vais jusqu'au bout. Bon, ils m'appellent tous le boucher du Nord. J'ai éliminé Mika, Lilian, Ambroise, Thibaut. Attention, je suis là, personne sur ma route. Ligne droite, autoroute allemande. J'irai à fond. Il y a un enjeu, demi-finale. Bien sûr. Je ne l'ai pas vu comme ça depuis un moment. Il est remonté comme un coucou. C'est comme ça qu'il faut aborder cette épreuve. C'est-à-dire qu'il faut y aller, pour le coup, à fond. Et le retour du boucher. On y va à fond, chef. Bon, écoute, tu vas m'expliquer clairement qu'est-ce que tu comptes faire pour séduire les chefs Aleno et Rivoire sur cette épreuve du chocolat. Je vais travailler le canard avec un gruyère de cacao, un chou-fleur rôti, une purée chou-fleur chocolat blanc. Et je vais accompagner ce plat avec un jus de canard très corsé et lié au chocolat noir, 70%, et une tuile au cacao et au gruyère. Ta recette est très intéressante. Ton canard chou-fleur cacao, ça c'est très intéressant. Honnêtement, je pense que le chef, il est emballé par ma recette. Je vois dans ses yeux qu'il croit que ça peut fonctionner. Il voit ce mariage de saveurs, de goût, de chocolat. Est-ce que tu as des choses à me faire goûter là? Là, j'ai ma purée de chou-fleur à vous faire goûter que j'ai montée avec du chocolat blanc. Et finalement, tu as la force du chou-fleur derrière et tu as la puissance du chocolat. Pour le coup, attention, parce qu'on est quand même dans quelque chose d'assez sucré. Hein. Ça pourrait presque être dans l'univers du dessert là. Il faut que tu ailles me chercher à un moment donné une forme d'acidité. Je sais que chou-fleur, chocolat blanc, ça fonctionne. Et le chef Paul Perret, il me dit de trouver une solution parce qu'il manque d'acidité. Où c'est que tu retrouves ton acidité? Du coup, là, je réfléchis beaucoup. Là, j'avais mis un peu de vinaigre blanc, mais je vais peut-être remettre un zeste de citron. J'ai ces citrons Kombava qui sont à côté. Je zeste. Ouais, c'est déjà mieux, hein. T'as quelque chose de bien, là. Alors, il va rajouter un petit peu de citron vert. Je pense que c'est bien joué. On a quelque chose de très bon. Et tu te mets en mode dernière chance, en mode guerrier. Là, tu me fais plaisir, là. OK? Oui, chef. On se fait plaisir. On se fait plaisir, Allez, oui, chef. T'as tout ce qu'il faut. Oui, Merci, chef. Sébastien. Allez. Oui, chef. On y croit. On y croit. Le canard, c'est l'élément principal de mon assiette. Et cette cuisson, je peux pas la louper. Et je décide de cuire cette viande sur les cabosses de cacao pour rester dans le thème chocolat. J'ai récupéré l'écorce de la cabosse de cacao et j'ai envie de faire rôtir mes filets de canard dessus. Aujourd'hui, le thème, c'est le chocolat et du coup, j'ai envie d'utiliser toutes les parties du chocolat. Il faut que je fasse un plat salé. Et c'est pour ça que j'utilise aussi des dérivés du chocolat, qui est cette cabosse qui va me donner un côté torréfié à mon canard, un peu comme une garniture aromatique pour donner du goût. Je prends ma recette parce que je joue avec plusieurs textures de chocolat. Je l'utilise vraiment dans toutes mes préparations. Il n'y a pas une préparation sans chocolat. Je suis épaté. Franchement, ça, c'est très bien. Cette idée, on sent qu'elle vient à peine de germer dans son esprit. Il n'a pas pu y réfléchir avant. Et il vient le poser comme ça sur la cabosse. C'est intéressant, hein? Allez. J'utilisais mon canard rôti sur cabosse de cacao. Je lève les filets. Tel le boucher du Nord, je travaille de la viande. Je les incise légèrement pour faire un beau quadrillage. Je caramélise côté peau très doucement mon magret. Et ensuite, je dépose
ce canard sur les cabosses de cacao que j'ai aussi fait torréfier. Ça, on va venir les retirer au four. Hop. Je vais chercher un timer. Là, je mets mes canards à rôtir et après, parce que ce qui est important, c'est le temps de repos. Je le mets à 180 pendant 4 à 5 minutes. Et après, je prends de l'aluminium. Et là, il tire tout doucement, ça va être génial. Et là, la cuisson du canard, elle est bien, ça tire tout doucement. Et je laisse reposer ma viande pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes. Hop, hop, hop. C'est à point. Je suis content. C'est ce genre de détail qui peut faire la différence, mais c'est bon ça. Ça va être top. Et là, je garde le sourire, je suis à fond. Clac, clac, on va lancer mon jus. Je sais que le chef Aleno est friand de tout ce qui est jus. Il a même sorti un livre sur les sauces. Et du coup, pour réaliser mon jus de canard, lié au chocolat, je concasse les ailerons, les cuisses, toutes mes petites parures. Et on y va, à fond. Wow, voilà. Je prends un faitout, je l'ai fait bien coloré pour qu'il y ait des sucs de cuisson qui se créent au fond de ce faitout. Le but dans un jus, c'est les sucs de cuisson. On va bien caraméliser tout ça. Et ensuite, je déglace pour vraiment décoller tous ces sucs de cuisson. Et ensuite, à côté de ça, j'ai fait réduire du vin rouge, que j'appelle un miroir, et j'ai assemblé les deux. Tadam! Là, je suis en train de lier cette sauce au chocolat. Je fais attention parce que ce qu'on veut, c'est pas quelque chose de trop sucré. On veut quelque chose d'équilibré. Je choisis un chocolat 70% pour vraiment avoir une forte teneur en cacao et le moins possible de sucre. Cette sauce, elle est très complexe au final. Il est bon le jus. Goûtez le jus. C'est très bon ça. Miam, miam. Bon ça. Cette sauce est parfaitement équilibrée. On sent la puissance du canard, l'amertume du chocolat noir. De quoi faire plaisir à Yannick Aleno, le maestro des sauces, et Aurélien Rivoire, grand pâtissier. Maintenant, Sébastien doit aussi les impressionner visuellement. Vient le moment du dressage. J'ai pas le droit à l'erreur. Je pense que je vais le présenter comme ça. Oh, c'est parfait, c'est joli. Mon dressage, pareil, j'assume mes prises de position. Je pense à mon chef de brigade, à mes petites sœurs, à tous les gens qui croient en moi, en fait. Et du coup, je me donne à fond pour pas les décevoir. Et là, honnêtement, je suis content de ce que je fais. Ça me ressemble. Hop, et je vais mettre la sauce en dessous. Ah, j'y crois à cette assiette. Elle représente ma qualification ou non dans les demi-finales de Top Chef. Et du coup, je m'applique énormément pour vraiment avoir une belle assiette. Allez, Sébastien. Applique-toi. Il y a du chocolat partout dans le chou-fleur. Cette assiette, elle me ressemble. Il y a plein de couleurs, il y a du blanc. C'est un peu comme une palette de chocolat animal, quoi. Pour avoir ces deux passes, il faut que j'arrive à conquérir le cœur de Yannick Aleno et Aurélien Rivoire. C'est parti, c'est parti. J'ai un mental de malade, quoi. Je suis vraiment déterminé comme jamais parce que j'ai vraiment envie d'aller au bout et de récupérer ces deux passes. Personnellement, ça serait superbe de réussir à accéder aux demi-finales. Du coup, je me dis, ouais, Pascal donne le dernier coup d'accélérateur pour arriver en demi-finale. Ah, mon minot, je suis tellement fier de lui. Il est meilleur apprenti de France. Il est le gagnant d'Objectif Top Chef. Il est aujourd'hui quart de finaliste grâce à sa technique, mais aussi à sa créativité. Bref, il a tous les atouts. Le seul problème, c'est qu'il ne sait pas où il habite. Je suis du Sud, j'adore la Provence, je suis de la campagne, en plus je suis allé à Corse, donc du coup, maintenant je suis breton, je suis de Brest, voilà. Bonjour les Bretons. Ouais, bon, il est de partout, du coup, il mélange un peu toutes les expressions. Attention, accrochez-vous. C'est que je tchoule. On va avancer, chilling, comme on dit chez moi. C'est faut mastiquer, comme on dit chez nous. À la pointe de sel, comme on pourrait dire. On a un petit délire sur la bécasse, comme on dit les collègues. Ils vont être mous, molligasques. C'est une fierté d'avoir fait ce plat quand même et de lui avoir remis un petit pied-bouche, comme on dit. On va un peu les bouléguer, comme on dit vers chez moi. Bon, on n'a toujours pas bien compris d'où il venait. Mais moi, je sais où il va. En demi-finale. Alors il faut qu'il me les décroche, ces deux passes. Alors pour impressionner le chef aujourd'hui, je vais partir sur la volaille de Bresse et la travailler avec le chocolat. Je vais utiliser le chocolat noir, en fait, pour ce côté amer et fort en cacao. Je prends un peu la prise de risque d'utiliser que du chocolat noir à 80% de cacao pour apporter de l'amertume dans mon assiette. Ça peut vraiment bien se mixer et ça peut vraiment faire quelque chose de ouf. Ça, Pascal? Ça va, chef. Ok,
Qu'est-ce que tu vas faire pour impressionner le chef Yannick Aliéno et le chef Aurélien Rivoire? Dis-moi tout maintenant. Je suis parti sur la volaille de Bresse, parce que pour moi, c'est déjà un super produit. Donc pour impressionner les chefs, je vais venir fumer ma volaille avec le gruet. Je décide de faire une pâte de cacao et je vais cuire mon coffre de volaille au four. La viande sur le coffre va apporter un super goût de la volaille et en plus, elle va avoir naturellement un goût de cacao. Et je vais aussi faire du coup une carotte confite et glacée dans un jus de carotte chocolaté. Garni avec citron et piment. On va droit au but, l'ensemble, le chocolat, la volaille, la garniture, point. Piment chocolat, ça marche très bien. Ça, c'est super, c'est une bonne idée. La croûte de cacao, très intéressant, techniquement déjà. Je pense que ça peut plaire aux deux chefs, parce que c'est un moyen de cuisson qui est un peu à l'étouffer, qui ramène beaucoup de moelleux. Mais pour la garniture, il faut qu'il marque les traceurs de chocolat de manière plus forte pour qu'on le ressente quand même. Faut que t'en mettes du cacao. Hein, oui, chef. Faut vraiment que t'en mettes. Hein. Oui, chef. Il faut que ça y aller, pète. quoi. Ah oui, je vais... Ah ouais. Parce qu'une carotte glacée dans un jus de carotte chocolaté, c'est bien, mais pas suffisant pour remporter un quart de finale. Reste dans le chocolat. Ok, reste dans le chocolat. Pascal, d'accord? Bien sûr, chef. Yannick Alino et Aurélien Rivoire, ils veulent sentir le chocolat comme dans la préparation, donc... Bien sûr, chef. C'est vrai que quand le chef me dit, Pascal, il faudrait peut-être que tu l'augmentes en chocolat. Du coup, j'ai directement l'idée de faire une ganache au chocolat en plus dans mon condiment. Ganache au chocolat. Ça, c'est une excellente idée. J'adore. Je vais faire vite fait un petit bain-marie. Du coup, je prends de la crème que je fais chauffer. Je vais mélanger à mon chocolat noir amer. Ça me fait une pâte et grâce à cette pâte, je vais venir l'incorporer à ma carotte. La texture est bonne, là. Elle est plutôt bien, non? Elle est pas mal, la texture. La texture, elle est pas mal. C'est vrai que le chef, voilà, quand il voit ma ganache, il est content, et elle a une belle texture. L'idée lui plaît, donc du coup, je me dis que si ça lui plaît, ça peut plaire au chef Alino. Ouais, je suis en train de préparer ma garniture piment et citron que je vais mettre dans ma carotte. C'est super bon, on a le côté fort du piment et l'acidité du citron. Ça va être un truc de fou. C'est le petit condiment qui va venir relever en fait le plat, parce que ça sera dans la carotte. Je mélange ganache chocolat, citron et piment. Là, on a ce côté. Ah, c'est intéressant. On a vraiment ce côté pimenté. Moi, j'aime bien. Je viens mettre mon mélange à l'intérieur de cette fente. C'est pas trop amer. On sent vraiment le côté chocolaté. J'aime vraiment beaucoup. Et je vais rajouter du gruet torréfié pour apporter une petite texture et un petit croquant sous la dent. Voilà, chef, vous voulez du chocolat? Tenez du chocolat. Boum. Voilà, le dressage. Ah, en courant dans le stress et dans la rapidité, voilà, je glisse sur le sol, je me rétame, je me relève, ouais, tout va bien. Je rigole, plus de peur que de mal. Là, je vais avoir ce petit côté lustré de ma carotte. Voilà. Je sais que le chef Yannick Alino adore les dressages carrés, lisibles, où c'est bien fait, bien maîtrisé. Donc du coup, je me dis que je vais partir sur ce dressage qui me ressemble. Ma belle carotte au chocolat. Chaud, 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 chaud. Et je peux me dire que peut-être c'est la dernière fois que je cuisine dans les cuisines de Top Chef. Du coup, j'ai vraiment pas envie de me louper et je vais passer à la découpe de ma volaille pour voir si la cuisson a bien été respectée. Je veux vraiment avoir ces deux passes pour aller en demi-finale. C'est vraiment super important pour moi. Du coup, je suis vraiment à fond. J'ai vraiment envie d'aller jusqu'à la finale de Top Chef. Voilà, on a vraiment ce côté cacaoté. Ça sent super bon. Ça sent vraiment le cacao. La cuisson, elle est vraiment bien, elle est bien moelleuse. Allez, Pascal. Au chef. Quand je vois cette assiette, je suis content de moi, elle est belle. Il y a du travail. J'ai utilisé du gruet, du chocolat à 80% de cacao et du cacao. Je suis vraiment super content, c'est vraiment ce que je voulais et c'est waouh quoi. Allez, 15 secondes. Allez, Pascal, dernier bleu de la brigade. Hein. Allez, chef. C'est maintenant sans doute que se joue votre qualification. Applique-toi, assume tes choix chocolat. Là. Allez, on lâche pas, Pascal. Hein. Montre-leur que t'es pas là par hasard. Allez, on va en demi-finale. Hein. 3, 2, 1, top, c'est terminé. Fin des quarts de finale. Les jeux sont faits. Le chef multi-étoilé Yannick Aleno et son pâtissier Aurélien Rivoire vont à présent déguster les plats des deux défis.
Et ils vont commencer par les bouchées sucrées au chocolat et décerner un pass à Sébastien ou à Pascal. Puis ils dégusteront les plats salés autour du chocolat afin de donner le deuxième pass. Je pense qu'ils vont apprécier le travail. Chef, dégustation des assiettes de ce premier défi. Un pass en jeu sur la bouchée sucrée au chocolat. Voici ma tablette de chocolat. Mon assiette, elle est super belle, je suis vraiment super content. Elle est brute, mais comme une tablette de chocolat, carrément. J'ai vraiment pas fait dans la dentelle, c'est du chocolat. Il y a différentes textures, il y a du goût. Et là, je me dis qu'il faut absolument que je chope un pass avec cette assiette. Alors, Yannick Aleno. Là, pour le coup, j'ai une approche assez... ça n'a pas un aspect très engageant, on va dire. Bah oui, c'est une tablette de chocolat, le brut. Bon. Après, il faut goûter, hein, évidemment. Mais je pense que là, pour l'instant... Premier abord, surpris. Ouais. Et l'avis du pâtissier, du chocolatier? C'est intriguant. Ouais. C'est intriguant, c'est-à-dire qu'il y a quand même 3 cm de chocolat là, donc c'est un intitulé qui porte bien son nom, ma tablette de chocolat. Je suis quand même intrigué de voir s'il y a de la surprise en texture ou en goût à l'intérieur. Après, il a joué le côté du brut, on va voir. Bon, l'indication de dégustation est claire. Hein. Avec la cuillère, il faut prendre la préparation qui est centrale et tout manger en une bouchée. Allez, chef, allez-y. Ouais, là, il y a tout. Il y a du croustillant, il y a de la fraîcheur, il y a du piquant, il y a du chocolaté. C'est très bon. Je suis même très surpris du goût de cette préparation. Ah, putain, c'est pour ça. On a du croquant, on a un jeu de texture qui n'est pas inintéressant, comme des pralinés. Je suis vraiment très agréablement surpris du goût, en tout cas, qui est, c'est finalement là l'essentiel. Hein. Il faut que ça soit bon. C'est une bouchée, effectivement, qui est très bien équilibrée en termes de goût. La mousse, enfin, en tout cas, cette sauce soufflée est très bien dosée. Le gras, un peu de sel, un peu d'amer, c'est vraiment très bon. Aurélien? J'ai tout mangé. Moi, je trouve ça très bon. Le croustillant et ce gras, en fait, cette mousse qui est grasse et du coup qui apporte énormément de goût. Et on finit sur une note d'acide, alors qui est assez surprenante toujours, parce que là, elle est quand même persistante, je trouve, moi. Moi, j'aime beaucoup. Il a fait peur. Ça remonte au fur et à mesure de la dégustation. Hein. Ne pas s'ancrer sur l'esthétisme est quelque chose parfois plutôt pas mal. Hein. Je préfère une bonne cuisine qu'une belle cuisine. Voilà, donc c'est une très bonne cuisine. Bah, c'est bien. Et plus qu'à... On va serrer les fesses jusqu'à la fin maintenant parce que... Non, c'est bien, c'est bien. C'est très positif. On passe maintenant à la bouchée suivante. Iode de choc. Ah, c'est prometteur. Iode de choc. On y croit. Aujourd'hui, je me suis lâché à fond, pas de limite. Je sais que le chocolat et l'iode, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais attention, de trop aller dans la provocation, ça peut me perdre. C'est quitte ou double. Il faut que ce soit quitte. Alors là, il y a carrément, il me semble voir une langue d'oursin. Donc pour le coup, là, on est sur une prise de risque qui me paraît énorme. L'oursin n'est pas quelque chose de traditionnel dans une bouchée sucrée. Si c'est maîtrisé, ça me paraît énorme, mais c'est un a priori à voir. C'est une bouchée gonflée, Yannick Aleno? Ah, ça va barder, je pense. Ah, ça va barder, ça c'est bien, ça. Écoute, si ça barde dans le bon sens, ça passe ou ça sort. Ah oui. Je joue tout, ouais. Esthétiquement, c'est assez droit, assez pur, contenu dans une cuillère, très séduisant. Bon, on va voir si le virage va être négocié sans dérapage. Alors, en une bouchée. Je trouve ça excellent. Oh, la réaction de Yannick. C'est énorme. Ah oui. C'est impressionnant. Yannick Aleno, je vous ai rarement vu comme ça. Hein. Je trouve cette bouchée d'une intelligence extraordinaire et on est au niveau d'un truc qui restera un souvenir. Eh ben ouais. Souvenir. Eh ben ouais. À Yannick Aleno. Venant de Yannick Aleno, c'est quelque chose. Hein. Aurélien? Il y a la contradiction de plusieurs éléments très puissants. Et à la fin, on sent le chocolat. Et cette langue d'oursin peut paraître
trop proportionnée par rapport à la bouchée. En fait, elle est parfaite. C'est un truc de malade. Et on est un truc qu'on peut servir à la transition d'un salé vers un dessert. Pourquoi pas dans un restaurant 3 étoiles, hein, franchement. 3 étoiles. 3 étoiles. Ah, c'est trop cool. C'est trop bien. Ah ouais, non, mais je vous assure que là-dedans, il s'est passé des choses. Hein. Surpris? Non seulement surpris, non seulement admiratif d'un truc pareil. Oh, c'est exceptionnel. Il m'impressionne tellement en plus ce monsieur. Putain, c'est un truc de ouf. Ouais, d'aussi beaux compliments, franchement, d'un couple de chefs aussi prestigieux qui ont quand même essayé des essais sur le chocolat incroyables. Franchement, tu le prends, hein, et ça doit te donner une confiance pour aller jusqu'au bout. Hein. Ça me fait plaisir pour toi, vraiment. Merci, chef. Oh, là, t'as tout donné, là. Écoutez, je vais vous laisser débattre et choisir la bouchée que vous préférez. Yannick, Aurélien, verdict sur cette bouchée sucrée? Le verdict, je crois qu'il n'y a pas de photo. Lionne de choc. Félicitations. L'iode de choc que nous avons reçu est tsunamique. Allez, c'est que le début. On y va. J'ai envie, et nous avons d'ailleurs envie, sans aucune mesure, de féliciter le candidat qui a sorti cette bouchée. Allez. C'est pour nous. Le premier. C'est trop cool, c'est pour moi ce passe. Le boucher du Nord. Chocolaté. Extra. C'est un truc de fou, j'ai ce premier pass. Mais vraiment, je me reconditionne. C'est pas fini, tant que c'est pas fini, faut que je laisse ce deuxième pass. Hein. Sébastien, voilà, il a pris un pass, il a une petite avance sur moi, je suis un peu dégoûté, mais voilà, reste encore une chance d'aller en demi-finale. C'est le moment de la dégustation du second défi, le plat salé autour du chocolat. Si Sébastien, qui vient d'obtenir le premier pass, remporte ce second défi, il se verra remettre un second pass, synonyme de qualification pour les demi-finales. Pascal, lui, sera définitivement éliminé du concours. En revanche, si c'est Pascal qui empoche ce pass, les deux candidats seront à égalité et c'est Hélène Darroze et Glenn Viel qui devront alors départager les deux candidats au terme d'une ultime dégustation. C'est le dernier pass que vous allez donner aujourd'hui, chef. On commence avec volaille de Bresse, cuite en croûte de cacao et sa carotte surprise. Je me dis que la volaille, elle est magnifique, elle est bien colorée, la cuisson, elle est parfaite. Elle sent le chocolat, comme il y a tout qui est chaud. Il y a cette carotte, en fait, avec le chocolat. Elle est belle, il y a de la couleur, elle a une belle prestance. Je sais que les goûts, ils y sont. Du coup, j'espère vraiment que la surprise va être au rendez-vous. C'est beau, hein? Qu'est-ce qui vous plaît? On a la croûte qui a servi à cuire la volaille. Voilà, elle a compris de suite. On va voir si la volaille a absorbé le goût de chocolat. C'est une idée séduisante, cette cuisson en croûte? Ouais, ça fait toujours des belles cuissons de cuire à l'étouffée comme ça, ce qui permet de garder la jutosité des viandes. Aurélien? Ça, c'est une idée que j'adore. Après, c'est vrai que le chocolat est pas très présent visuellement, mais maintenant, il faut goûter pour être sûr. C'est au goût. C'est au goût, hein. C'est la surprise. Ça a l'air très bon, en tout cas, Pascal. La cuisson, elle a l'air très belle. On passe maintenant à la dégustation et voir si le chocolat apparaît plus présent. Effectivement, c'est une carotte surprise. Pourquoi? Parce que, pour le coup, elle est très très bien agrémentée. Ah, voilà. Du gruau cacao, du crémeux de chocolat. Ça, c'est très intelligent. On a l'envie d'y retourner. Elle est parfaitement assaisonnée. C'est bien. La ganache, c'est bien, toi, bien fait d'en mettre. C'est absolument remarquable. Et on est dans le chocolat, avec cette carotte. Ouais, la carotte est dans le chocolat. Le point fort pour moi, c'est vraiment le travail sur la carotte et la mise en scène qui a apporté, j'imagine ça dans un restaurant, ça fait un effet. Écoute, c'est bien, t'as bien bossé. Elle est comment d'ailleurs la sauce? Elle est agréable. Elle est dans le juste milieu des deux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a finalement une volaille qui n'a pas été trop cacaotée, une carotte qui joue plus le côté cacaoté. Donc c'est un plat qui est quand même extrêmement bien équilibré. Hein. Extrêmement bien équilibré. Ça, c'est bien. On est sur un plat qui est extrêmement bien réalisé aussi. Je veux dire là, en termes de technicité, en termes de niveau culinaire, on est dans des autres sphères. Hein. Bien, superbe.
Vraiment, je félicite ce candidat pour ce travail remarquable. C'est bien. T'es sûr? T'es sûr? Quoi? Oh! Chef, voici l'assiette concurrente. Palette de chocolat animal. Le visuel, il me plaît. C'est très classique, mais j'y crois à cette assiette. Les points forts de mon assiette, c'est l'utilisation totale du chocolat. C'est une belle cuisson de canard. Je pense que cette association, elle peut être gagnante. Je suis content de ce que j'ai fait, de la cuisson, des goûts. J'espère que les chefs ils vont être contents. C'est une belle assiette. Je l'ai fait avec mon cœur et là, je suis très stressé parce que j'ai déjà un pass et j'espère qu'elle va me permettre d'en avoir un deuxième. Je vais y aller en demi-finale. C'est une assiette qui est très lisible, avec une cuisson du canard qui est vraiment parfaite, des effluves chocolatières intéressantes. L'assiette a une très bonne tenue. Très bonne tenue. C'est cool. C'est cool. Et l'avis du pâtissier, Aurélien? Alors j'aime beaucoup ce chocolat qui a été posé subtilement sur le chou-fleur, qui est en train de fondre en fait. J'ai envie de goûter. A priori, visuellement, on est dans le thème. On est complètement dans le thème, c'est un contraste qui est toujours très intéressant. Le chou-fleur se marie bien avec ses notes un peu amères et sucreuses. On voit les grains de sel qui ont été déposés, donc c'est une assiette qui est extrêmement soignée. Eh bien ça, c'est un bon compliment, hein, parce que franchement, on l'a pas eu souvent. Ça fait chier de le dire. Venant de Yannick Aleno, c'est un beau compliment. Alors, on va déguster. J'espère que c'est pas trop amer du coup, parce qu'il y a beaucoup de notes. Il y a une belle acidité apportée par le citron vert dans la purée de chou-fleur. Ça contredit pas mal le cacao. C'est assez osé. Ah. Donc c'était une vraie prise de risque. Ouais, c'est plutôt malin et réussi. Pour moi, c'est très osé. Je trouve que ça apporte la fraîcheur qui aurait pu manquer. Donc je trouve que c'est un acide, mais qui n'est pas dérangeant à la dégustation. Belle performance. Je vois Yannick qui acquiesce. Ouais, j'aime bien. Franchement, c'est un plat réconfortant, c'est un plat qui est chaud, qui est agréable, qui n'est pas dans une démonstration culinaire. Il sait cuisiner. C'est cool. Bah oui, on sait que tu sais cuisiner. Le canard qui a cette chair un peu aussi massive, qui est effectivement très animale. Très belle jutosité du canard, très belle cuisson. Tout ça, ça marche merveilleusement bien. C'est une assiette qui trouve vraiment des jolis équilibres. La sauce, pour en parler un peu plus précisément. Vous savez que je suis amateur de sauce, j'aime les sauces. Et là, on est sur une sauce qui est vraiment très bien réalisée. Quand on retourne la cuillère, on voit que il y a une agglomération des matières qui est vraiment bien faite. Elle est très agréable, très profonde, je dirais complexe même. Très belle sauce, ouais. Il y a un équilibre entre le gras du chocolat blanc, la puissance du chocolat noir qui est pour moi le plus puissant dans la tuile, et cette sauce qui est longue en bouche. On est dans une assiette d'un très haut niveau. Bon allez, c'est bien. Chef, moment important maintenant pour ce défi, vous allez décider à qui vous donnez le pass. Bonne réflexion. C'est l'heure du verdict. Pour Pascal et Sébastien, c'est une place décisive en demi-finale qui se joue maintenant. Sur le premier défi chocolat, c'est Sébastien qui a remporté le pass. S'il obtient le second, il sera alors qualifié pour la demi-finale. Si jamais c'est Pascal qui remporte ce pass, il sera à égalité avec Sébastien. Et c'est Hélène Darroze et Glenn Viel qui devront alors départager les deux candidats lors d'une ultime dégustation. Nous connaissons pour l'instant le nom de 2 candidats qualifiés pour les demi-finales. Dans la brigade de Glenn Viel, Arnaud est qualifié pour les demi-finales. Dans la brigade d'Hélène Darroze, Louise est également qualifiée pour les demi-finales. Il reste encore une place pour les demi-finales de la 13e saison de Top Chef. Cette place se joue entre vous, Sébastien, et vous, Pascal. Si je peux avoir ce deuxième passe, ce serait ouf. Ça veut dire que j'ai séduit 2 fois Yannick Aleno et Aurélien Rivoire. À l'inverse, si Pascal égalise sur le défi du plat salé, ce sera alors à Glenn Viel et Hélène Darroze de déguster à l'aveugle l'ensemble des réalisations et de décider. Là, clairement, le but, c'est que Stéphane dise mon prénom pour avoir ce pass et pour peut-être avoir une chance d'aller en demi-finale. Le candidat qui remporte ce dernier pass pour les demi-finales
c'est Sébastien. Yes! Je vais en demi-finale. Oui, Sébastien, il va en demi-finale. Alors, Pascal. Allez-y, chef. Ne me revois pas. Allez, c'est parti. Hey, donne-moi ça à toi. Oh, maintenant. On fait enfin la fusée de la victoire avec Paul Perret et je suis super content parce que je l'attendais ce moment. J'ai tout donné, j'ai pris du plaisir sur cette épreuve. J'étais très stressé mais ça a fonctionné quoi. Je suis trop content, je vais en demi-finale. Viens récupérer le phare. Voilà. Bravo, papa. Bravo. J'ai mérité. Pascal ne fera pas partie du dernier trio. Vous étiez en top 4 avec un parcours hallucinant, Pascal, et des performances bluffantes, Philippe Etchebest. Il sortait de l'objectif Top Chef et il a été loin, très très loin. Ouais, j'ai pas de mots, je suis vraiment déçu. T'as fait un parcours exceptionnel et je regrette que ça s'arrête là parce que je pense que si t'allais en demi-finale, t'aurais pu faire mal. Je pense, très sincèrement. Ah ouais. Ouf. C'est vrai que je suis arrivé ici quand même d'objectif Top Chef et je me suis dit allez, sois couillu, va essayer d'aller jusqu'au quart. J'y suis arrivé et quand on s'est dit tant qu'on est au quart, pourquoi pas aller plus loin. Et je pensais beaucoup à ma famille. Désolé. Excusez-moi. C'est vrai que ma famille m'a beaucoup soutenu. J'ai une très grosse pensée pour mon grand-père. C'est quelqu'un que j'admire énormément et qui m'a apporté. Je le faisais aussi pour lui. Et il y a aussi un mot pour le chef. Il va nous faire tous pleurer. C'est dur, hein? Le chef Philippe Etchebest, pour moi, ça a été mon chef. Ça sera le chef de toute ma vie. Il m'a aidé à évoluer. Voilà, on arrive d'objectif Top Chef ensemble. On est arrivé jusqu'au quart et chef, je voulais vous remercier. Putain. Oh. Ah putain. C'est une couche. Vous m'avez énormément apporté. Merci beaucoup. Bravo Pascal. Merci. Philippe, vous entendez les mots de Pascal? Ben oui, quelque part, on a partagé quand même des moments forts. Et finalement, de ce que j'ai fait, au-delà des titres, au-delà des étoiles, ce dont je suis le plus fier, finalement, c'est ce que je peux apporter à des jeunes comme ça. C'est ma plus belle récompense. Merci beaucoup, chef. Un grand bravo à Pascal pour ce parcours. Félicitations. Le cœur est lourd, ça c'est sûr, mais je repars tellement rempli, tellement heureux. Top Chef, ça va être, je pense, l'histoire de ma vie. Pascal qui quitte les quarts de finale de Top Chef. Ouais, tu l'as gagné. Merci beaucoup. Et les demi-finales s'annoncent passionnantes. La semaine prochaine, événement dans Top Chef avec les demi-finales. Ils ne sont plus que 3. Louise, de la brigade d'Hélène Darroze, Sébastien, de la brigade de Paul Perret, et Arnaud, de la brigade de Glenviel. Dans les 3 derniers Top Chef, c'est ouf. Je sais pas si je réalise ça, un truc de ouf. Me retrouver en demi-finale, ça me met sur un petit nuage. Mais je sais qu'il faut rien lâcher.
En fait, maintenant qu'on y est, on se bat. En fait, vas-y, les gars, on y va, on donne tout, quoi. Rien n'est impossible. T'es remonté comme un coucou? Remonté comme un coucou. On y va jusqu'au bout. Fusée de la victoire. Fusée de la victoire. Elle est bien celle-là. Tu fais confiance en ton instinct, il n'y a que ça qui marche. Je suis remonté là, chef. Voilà. Ça va ou quoi? On continue, hein, on va tous les tordre. Au cours de ces demi-finales, chaque candidat imaginera sa propre épreuve et l'imposera à ses adversaires. Bien, mais vous n'êtes pas prêts en fait. Mais vous allez me détester. Objectif, trouver le thème le plus inattendu. Putain, bordel. C'est chelou. Ah, parce que c'est un plat qui existe? Le plus difficile. C'est quoi le bail sur le truc? Je comprends pas vraiment. Je me mets en condition, hein. Le plus technique. Combien de temps? 2 heures. Waouh, c'est un truc de ouf. Pour empêcher les autres de marquer un point. Super. Et devant l'enjeu de la finale, les candidats ne manqueront pas d'imagination pour mettre en difficulté leurs adversaires. Merci Louise. Je vous en prie, plaisir d'offrir. Excusez-moi les gars, mais aujourd'hui c'est pour moi. Putain, qu'est-ce qu'il nous a fait encore là? Je te cache pas que même moi j'y serais pas allé. Non, c'est chaud. La semaine prochaine, tous les coups seront permis. Ça fait très flipper ça. Ouh là là, ça crame, ça crame. Bah, arrêtez un peu, chef. On adore les Belges chez les Violets. Quel faillot. Alors, qui seront les 2 finalistes de Top Chef 2022? Ce soir, je suis une tarte.